Carole Christou-Windsor est une ville située dans le sud-ouest de l'Ontario, au Canada, sur la rive sud de la rivière Détroit, juste en face du Michigan, aux États-Unis. Elle compte plus de 200 000 habitants et est un contributeur important à l'industrie automobile du Canada, en plus d'être culturellement diversifiée. En l'an 2000, l'affaire de Carole Christou s'est déroulée dans la ville. Peu de choses sont connues sur Carole, surtout sur ses premières années. Ce que nous savons, c'est qu'elle était mariée à un homme nommé Bill, avec qui elle a eu 2 enfants, une fille prénommée Kelly et un fils nommé Steven. La chronologie de ces événements reste encore floue. En l'an 2000, à l'âge de 55 ans, Carole vivait seule dans une maison au numéro 500 de la rue Brock à Windsor, avec son chien. Il n'est pas non plus clair si Bill était décédé ou si lui et Carole étaient séparés à ce moment-là. Les personnes qui l'ont connue durant cette période la décrivent comme ayant un cœur généreux. Kelly, l'une des filles de Carole, a partagé. Elle adorait aider les gens. Si elle t'aimait profondément. La vie se déroulait sans problème jusqu'à ce que la tragédie frappe soudainement. Carole a été vue en vie pour la dernière fois le 29 septembre 2000 dans le restaurant Hurricanes, situé sur la rue Sandwich. Ce lieu était à quelques pas de sa maison au numéro 500 de la rue Brock. Au restaurant, elle a dîné avec des amis et sa sœur, Marlène Caput. Vers 11h, ce soir-là, elle a parlé par téléphone avec sa fille Kelly. Et les derniers mots de Carole pour sa fille étaient typiquement aimables et affectueux. Selon Kelly, sa mère a exprimé « Eh bien, ma chérie, je veux juste te dire une fois de plus combien je t'aime. » Le lendemain, le 30 septembre 2000, Carole ne répondait pas au téléphone. C'était un changement inhabituel dans son comportement et cela a suscité de l'inquiétude. Les voisins ont également remarqué l'absence inhabituelle de Carole promenant son chien le matin. Perturbée par ces signes, Marlène s'est précipitée chez sa sœur pour découvrir une réalité effrayante. À son arrivée, elle a trouvé Carole morte sur le sol de la salle de bain. Son corps présentait des signes de multiples blessures par arme blanche. Tout aussi déchirant était l'état de son fidèle chien, qui avait également été poignardé. Dans un état de panique, Marlène a immédiatement contacté la police, qui a spéculé que le chien aurait pu être poignardé en défendant Carole de l'attaquant. Heureusement, le chien a survécu et, après sa convalescence, a été adopté par Marlène et son époux, Walt. Sur les lieux du crime, les enquêteurs du département de police de Windsor ont découvert un couteau. Cependant, pour des raisons inconnues, la police a écarté la possibilité que ce soit l'arme du crime. Carole avait un système de sécurité et, remarquablement, il n'y avait aucun signe d'entrée forcée, ce qui a conduit les autorités à suspecter que Carole pourrait connaître son agresseur. Dans leur quête d'indices, les enquêteurs ont prélevé des échantillons de sang sur les lieux du crime. Malheureusement, en l'an 2000, la technologie de l'ADN n'avait pas atteint un niveau suffisamment avancé pour aider à identifier le coupable. Bientôt, le cas est devenu froid comme la glace et, tandis que la vie continuait, la réalité inquiétante persistait. Le meurtrier de Carole restait non identifié, enveloppé dans les ombres d'un mystère non résolu. Avec les avancées technologiques, la police a renvoyé en 2017 l'ADN de la scène du crime au Centre des sciences forensiques de Toronto. Cependant, un profil complet de l'ADN n'était pas disponible. Le centre n'a pu extraire qu'un profil du côté paternel du meurtrier, spécifiquement du chromosome Y, indiquant que c'était de l'ADN masculin. En juin 2017, la police a reçu une lettre cruciale du centre révélant que l'ADN était lié à un homme nommé Robert Lotowski. Cette découverte a entraîné une nouvelle tâche, éliminer les autres membres masculins de la lignée des Lotowski pour confirmer sa participation. Après avoir écarté d'autres possibilités, les enquêteurs ont conclu que Robert était effectivement le coupable. Après une enquête exhaustive, il a été découvert que Robert était un chômeur de 48 ans au moment du meurtre de Carole. Curieusement, Carole connaissait Lotowski par le biais du voisinage. Selon Kelly, sa mère avait rencontré cet individu par l'intermédiaire d'un petit ami dont l'identité reste inconnue et qui était décédé quelques mois avant la mort tragique de Carole. Les descriptions des personnes qui connaissaient Lotowski à l'époque peignaient un portrait inquiétant, le décrivant comme une personne agressive et violente. Au cours de son enquête, la police a découvert des détails supplémentaires sur les antécédents de Lotowski. Originaire de Toronto,
Lotoski avait passé une quantité considérable de temps au Québec, où il avait été incarcéré pour des délits violents, y compris le vol et la tentative de meurtre. Après avoir été libéré sous probation à la fin des années 1900, Lotoski s'était installé à Windsor. Bien qu'il effectuait des travaux occasionnels, il se maintenait principalement grâce à un accord financier, dont les détails restent non divulgués. Après le meurtre tragique de Carol, Lotoski a continué à résider à Windsor jusqu'à sa mort. Le 11 avril 2012, Lotoski est décédé à Windsor, clôturant un chapitre sur les événements perturbants associés à sa présence dans la communauté. Bien qu'il soit trop tard pour que Lotoski fasse face aux conséquences de son crime, la police a exprimé son espoir que son identification apporterait une certaine justice à la famille de Carol. Pendant 2 décennies, Kelly, la fille de Carol, avait lutté avec le mystère de l'assassin de sa mère. En apprenant le nom de Lotoski, ses émotions étaient principalement teintées d'amertume. En réfléchissant à la situation, elle a exprimé « Il était trop tard pour obtenir justice ici sur Terre parce qu'il était déjà décédé. Juste beaucoup de colère. Je méprise cette personne. » En 2020, une annonce a été faite déclarant la résolution du cas. À cette époque, la police a partagé une lettre émotive de Kelly, la fille de Carol. La lettre transmet des émotions conflictuelles au sein de Kelly et de sa famille, exprimant de la gratitude envers tout le service de police de Windsor pour son professionnalisme et sa détermination à résoudre le meurtre de sa mère. La famille Christou a été notifiée et a envoyé une lettre au service de police de Windsor, demandant qu'elle soit lue lors de la déclaration d'aujourd'hui. La lettre dit ce qui suit. « Aujourd'hui est rempli d'émotions conflictuelles pour moi et pour toute ma famille. Nous aimerions remercier tout le service de police de Windsor pour son professionnalisme et sa détermination à résoudre le meurtre de ma mère. Un remerciement spécial du fond du cœur à Al Frederick et Todd Lamar, qui ont été initialement assignés au dossier de meurtre. Leurs incroyables soins et compassion au fil des ans ne seront jamais oubliés. La fermeture est toujours importante et, bien que la douleur de la perte de ma mère ne disparaîtra jamais, ma famille et moi sommes un peu plus proches de cet objectif. Kelly Christou. Le sergent Ted Novak de la division des crimes majeurs de la police de Windsor a souligné que, malgré l'impossibilité d'obtenir justice en raison de la mort de Lotoski, le dévouement de la police pour résoudre le cas et informer le public reflétait son engagement à clore les enquêtes. Les reconnaissances de leurs efforts ont apporté un sentiment de soulagement à la famille de Carol, bien que la douleur de sa perte persistait. Barbara Callow. Notre prochain cas nous conduit à Lake Havasu City, en Arizona, célèbre pour ses impressionnants sentiers désertiques et ses sports aquatiques passionnants. La ville, qui compte plus de 50 000 habitants, offre plusieurs attractions, dont le centre aquatique, le London Bridge Resort et bien d'autres. En 2005, un crime tragique a assombri ce lieu vibrant. Mais avant de plonger dans les détails, retraçons l'histoire depuis ses racines à Toronto, au Canada. Barbara Callow est née dans les années 60 à Toronto, au Canada, de Werner et Brigitte Callow. Elle était une personne aux passions variées, allant de la culture de magnifiques jardins et du cyclisme à l'art et à l'observation des oiseaux. Sa vie professionnelle reflétait son dynamisme personnel, ses collègues la reconnaissant comme une brillante entrepreneuse qui excellait dans sa carrière. Après avoir obtenu une maîtrise au collège vétérinaire de l'Université de Guelph en Ontario, au Canada, Barbara a commencé sa carrière en tant que chercheuse. En 1992, elle a occupé le poste d'inspectrice de viande à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le dévouement et l'habileté de Barbara lui ont valu une promotion au sein de la branche scientifique, où elle est devenue un élément clé pour fournir des conseils sur les questions de santé animale. Cette progression dans sa carrière a conduit Barbara à quitter Toronto pour déménager à Ottawa. Le 25 mars 2005, à l'âge de 45 ans, Barbara est partie en vacances. Elle a voyagé d'Ottawa à Abbotsford, en Colombie-Britannique, puis à Las Vegas. Après son arrivée à Las Vegas le 26 mars, elle a loué une voiture et a poursuivi son voyage jusqu'à Yuma, en Arizona, où elle a passé une journée à explorer. La destination suivante de Barbara était Lake Havasu City, et le 2 avril, elle s'est enregistrée au motel Windsor Inn. Son but pour visiter cette ville en particulier était de voir et de photographier la magnifique floraison des fleurs sauvages du désert. Dans la nuit du 4 avril 2005, juste avant 9 h du soir,
Barbara a appelé sa mère, Brigitte Callot, qui vivait à Toronto. Pendant la conversation, Barbara a partagé son projet de prolonger son séjour à Lake Havasu d'un jour avant de se rendre à Las Vegas pour prendre son vol de retour chez elle. Brigitte ne savait pas que ce serait la dernière interaction avec sa fille. Au lever du jour du 5 avril 2005, la voiture de location de Barbara ne se trouvait pas à son emplacement désigné dans le parking du Windsor Inn. La disparition du véhicule a suscité des inquiétudes, conduisant une employée de l'hôtel à se rendre à la chambre de Barbara. À sa grande consternation, elle a découvert Barbara sans vie à l'intérieur. L'hôtel a été plongé dans le chaos et la police locale est rapidement intervenue sur les lieux, lançant une enquête sur l'incident tragique. Une autopsie réalisée par la suite a révélé que la cause du décès de Barbara était l'asphyxie, résultant d'une suffocation avec un oreiller. Pour ajouter au désarroi, le sac à main, les cartes de crédit, le téléphone portable et l'identification de Barbara avaient également disparu de la scène. Cependant, des preuves ADN étrangères ont été découvertes. 2 jours plus tard, le 7 avril, la voiture de location de Barbara a été trouvée abandonnée le long de l'Interstate 15, à environ 300 km du lieu du crime initial. Pendant cette période, le lieutenant de police de Lake Havasu, Joe Archie, a spéculé sur le fait que Barbara aurait pu rencontrer quelqu'un tentant de voler sa voiture de location. Les témoins ont rapporté que la fenêtre du conducteur de la voiture était restée partiellement ouverte la nuit précédant la découverte du corps de Barbara. Archie a également suggéré qu'il était possible qu'elle ait connu son agresseur. Malgré toutes ces pistes, l'enquête n'a pas produit de progrès et l'affaire est rapidement restée non résolue. Ce n'est qu'en 2018 que l'unité d'enquête criminelle et l'équipe des cas non résolus de la police de Lake Havasu ont décidé de rouvrir le dossier et de se lancer dans une réévaluation approfondie. Au cours de cet effort renouvelé, des tests ADN récupérés sur la scène du crime, spécifiquement sous les ongles de Barbara, ont été effectués. Les résultats ont clairement identifié un individu de 60 ans nommé Stacy Childs, résident de Santa Cruz, Californie. En examinant de plus près les antécédents de Childs, un schéma préoccupant de nombreux problèmes juridiques en Californie est apparu. Ces dossiers incluaient une condamnation pour crime en 2004 pour détention illégale et une autre condamnation pour crime en 2005 pour évasion d'un agent de la paix. Notamment, ces charges ont abouti à une peine de plus de 2 ans et demi dans la prison d'État de San Quentin. Les problèmes juridiques de Childs se sont poursuivis avec une arrestation en 2012 pour réception de biens volés, suivie d'une condamnation pour délit en 2018 pour menace de tuer ou de blesser quelqu'un. Le 26 avril 2022, les autorités ont localisé et arrêté avec succès Childs à Santa Cruz. Ce développement a marqué un tournant significatif dans l'affaire. Après l'arrestation de Childs en lien avec l'affaire de Barbara, des accusations formelles de meurtre au second degré ont été portées contre lui. Cependant, les procédures légales en cours et la résolution finale de l'affaire restent incertaines à ce stade. Son procès a commencé le 24 avril 2023 à la Cour supérieure de Moab. Le 1er mai 2023, Childs a retrouvé sa liberté lorsque le juge a prononcé un verdict d'acquittement après un procès d'1 semaine qui s'est terminé par un jury divisé. Les jurés ont délibéré plus de 4 heures pendant 2 jours avant d'informer le juge Derek Carlisle qu'il ne pouvait parvenir à un verdict unanime. Le juge a déclaré un procès nul et a excusé le jury. La procureure adjointe du comté, Amanda Clairwood, a ensuite exprimé son intention de juger Childs une seconde fois. John Harris, Jr. Notre prochain cas nous conduit à San Mateo, une ville située dans le comté de San Mateo, Californie, avec une population de plus de 105 000 résidents. Cette ville vibrante prospère dans des secteurs économiques majeurs tels que la technologie, les soins de santé et l'éducation. Cependant, en 1989, un incident sombre et malheureux s'est déroulé au sein de la communauté, jetant une ombre sur le paysage normalement animé et diversifié. Le matin du 4 février 1989, peu après 4 heures du matin, un homme inconnu est entré dans un appartement situé au 3100 de Casa de Campo, où vivait une femme. L'identité de cette femme reste confidentielle. L'intrus s'est dirigé vers la cuisine, où il a pris un couteau, puis est entré dans la chambre de la femme. L'homme a caché son visage avec un foulard, empêchant la victime de le voir. Une fois à l'intérieur, elle se mit au lit,
subissant une expérience terrifiante comprenant des abus, un étranglement, des coups de couteau et même une entaille à la gorge. Malgré les blessures, la femme courageuse négocia avec l'agresseur. Après son départ, elle appela rapidement le 911 pour demander de l'aide. À l'arrivée des autorités sur les lieux, des arrangements furent faits pour transporter la femme blessée à l'hôpital, où elle reçut des soins médicaux vitaux. Heureusement, elle survécut à cette expérience traumatisante. Après cet incident angoissant, le département de police de San Mateo lança une enquête approfondie pour découvrir l'identité du coupable et le traduire en justice. Bien qu'ils aient pu récupérer des preuves ADN sur les lieux du crime, la technologie disponible à l'époque s'avéra insuffisante pour leur analyse. Cependant, l'ADN préservé demeura une pièce cruciale de l'enquête, en attendant de futurs progrès technologiques pour éventuellement percer le mystère entourant ce crime. Malgré une enquête exhaustive impliquant des entretiens avec de nombreuses personnes, la police rencontra des défis importants pour identifier le responsable de l'incident. Les enquêteurs de San Mateo identifièrent initialement des suspects potentiels, mais chaque piste se soldait par une impasse frustrante. Toutes les personnes considérées comme suspects n'avaient aucun lien avec le crime. L'affaire resta non résolue pendant 30 ans, projetant une ombre glaçante d'impossibilité. Pendant cette longue période, la victime maintint un contact étroit avec les enquêteurs. Par la suite, une avancée se produisit en décembre 2020 lorsque les enquêteurs parvinrent à établir une correspondance avec l'ADN du suspect. Ce qui rend cette révélation encore plus intrigante est que la correspondance ADN ne provenait pas de la base de données nationale de la loi. Le méthode spécifique et les détails de la façon dont cet ADN fut relié au suspect sont des informations gardées secrètes. Cependant, le suspect avait enfin un nom et un visage. Il s'appelait John Harris Jr., un homme de 55 ans. Une enquête supplémentaire révéla qu'au moment du crime, Harris vivait dans le même quartier que la victime, bien qu'ils ne se connaissaient pas. Bien que les détails sur Harris soient limités, il est connu qu'il résida principalement dans le comté de San Mateo au cours des 3 dernières décennies, déménageant en Arizona pour 2020. Le 24 février 2021, John Harris fut arrêté près de son lieu de travail, où il était employé comme installateur de caméras de sécurité. Les officiers l'arrêtèrent et il fut incarcéré à la prison principale du comté de San Mateo. Harris fit face à des accusations graves, dont une tentative de meurtre prémédité et une mutilation aggravée, les deux avec la possibilité de peine de réclusion à perpétuité en cas de condamnation. Étant donné la gravité de la situation, sa caution fut fixée à $500 000. Lors d'une conférence de presse après l'arrestation, le chef de la police de San Mateo, Ed Barberini, partagea qu'ils avaient contacté la victime dans ce cas. La réponse de la victime fut décrite comme un profond sentiment de soulagement et de gratitude en apprenant l'arrestation. Ayant porté le poids du souvenir inquiétant de ce crime toute sa vie, la victime ressentit compréhensiblement une vague d'émotions intenses après ce développement significatif. La police insinua également la possibilité de victimes supplémentaires liées à l'affaire et souligna que davantage de tests ADN étaient en cours. Le destin de John Harris reste incertain alors que les procédures légales se déroulent en attendant le résultat final de cette affaire. René Blackmore. Notre prochain cas nous conduit à Viroqua, une petite ville du Wisconsin aux États-Unis. Elle abrite moins de 5000 personnes. Viroqua est connue pour certaines de ses attractions populaires, notamment Driftless Books and Music, le Temple Theater historique et le parc du comté City Hollow. C'est dans cette ville que René Blackmore est née le 5 mai 1962, fille de Frank Edward Blackmore et Donna Reitman. Bien que les détails sur la jeunesse de René soient limités, sa mère Donna la décrivit comme une jeune femme déterminée, qui appréciait le rire et les moments amusants avec ses amis. René avait un amour profond pour la nature, participant souvent à des activités telles que la randonnée, le camping, la chasse et l'observation des étoiles sous le ciel nocturne. Son lien avec la nature était une partie importante de sa vie. À l'âge précoce de 12 ans, René fut confronté à une tragédie lorsqu'un ami perdit la vie dans un accident causé par un conducteur ivre. Cette expérience déchirante la conduisit à rédiger son propre testament, dans lequel elle exprima son désir spécifique que ses cendres soient dispersées dans la forêt la plus proche. Pendant ses années de secondaire, René trouva un sens à sa vie dans le programme du Corps d'entraînement des officiers de réserve, ROTC.
conçu pour préparer les jeunes à des rôles de leadership dans l'armée des États-Unis. Sa mère se souvint avec fierté qu'à sa dernière année, René avait été promu au poste de commandante de l'unité. En 1982, à l'âge jeune de 20 ans, René fit un pas significatif en rejoignant l'armée. Elle fut affectée à Fort Benning, en Géorgie, où elle servit en tant que médecin dans la 100e 97e brigade d'infanterie. La vie semblait se diriger dans une direction positive pour elle, jusqu'à ce qu'un retournement inattendu des événements altère le cours de son voyage. La nuit du 29 avril 1982, René sortit de sa caserne sur une moto qu'elle avait empruntée, se dirigeant vers Columbus, Géorgie. Personne ne savait que ce serait la dernière fois qu'elle serait vue vivante. Le jour de la disparition de René avait une importance particulière. C'était le jour avant son jour de paix, seulement quelques jours avant sa promotion prévue, et son commandant avait même l'intention de la recommander pour une formation supplémentaire, ce qui aurait ouvert la voie à son admission à l'académie militaire. Cependant, lorsque René ne revint pas comme prévu, les alarmes furent déclenchées, entraînant une enquête officielle sur les circonstances mystérieuses entourant sa disparition. Le 3 mai 1982, 4 jours après la disparition de René, l'ami qui lui avait prêté la moto et le casque remarqua quelque chose d'étrange. L'ami vit 2 soldats portant le casque dans une rue menant du poste militaire vers Columbus, Géorgie. Inquiet, l'ami intervint et fit arrêter les 2 individus par un policier. Les 2 soldats furent interrogés par la police militaire à Fort Benning ce jour-là et le lendemain. Ils furent libérés après avoir affirmé avoir acheté le casque dans une salle de jeu située dans une zone à forte criminalité de Columbus, Géorgie. Lorsque les personnes en charge de la salle de jeu furent interrogées, elles ne purent fournir de détails sur la personne qui leur avait vendu le casque. L'incident laissa des incertitudes persistantes et ajouta de la complexité à la mystérieuse disparition de René. L'enquête se poursuivit à la recherche d'indices pour clarifier les circonstances énigmatiques entourant ces derniers mouvements connus. Le 28 juin 1982, exactement 2 mois après la disparition de René, ses restes ont été tragiquement retrouvés près d'un chemin de coupe, à plusieurs kilomètres au sud du comté de Chattahoochee, en Géorgie. Un examen approfondi réalisé par les enquêteurs a révélé la vérité déchirante. Elle avait été assassinée. Quelqu'un lui avait tiré dessus avec un fusil de chasse. Après cette découverte dévastatrice, une enquête approfondie a été lancée avec la division des enquêtes criminelles de l'armée des États-Unis et le bureau d'enquête de Géorgie, collaborant pour reconstituer le puzzle de la mort de René. Malgré leurs efforts conjoints, l'affaire s'est refroidie comme neige, laissant de nombreuses questions sans réponse. La communauté et les proches de René ont été laissés à lutter avec le mystère non résolu pendant longtemps, tourmentés par la tragédie survenue dans leur entourage. À la fin de l'année 2020, près de 4 décennies après l'incident, Vic Reynolds, le directeur du bureau d'enquête de Géorgie, a lancé une unité des affaires non résolues, composée d'enquêteurs retraités du bureau. Leur objectif principal était de réexaminer le dossier non résolu de René. Ils ont rapidement identifié un suspect et établi un lien entre cet individu et le tragique tir. Ce suspect s'est révélé être Marcellus McCluster, âgé de 64 ans. Malheureusement, les autorités n'ont pas divulgué les preuves spécifiques qui les ont conduits à McCluster. Au moment où McCluster est devenu le centre de l'enquête, il purgeait déjà une peine de réclusion à perpétuité, ayant été condamné pour un meurtre non lié en 1983 dans le comté de Stewart. Cependant, malgré sa condamnation existante, il a été inculpé en mars 2022, incluant une accusation de meurtre avec préméditation et 4 accusations de meurtre au premier degré liées au dossier de René. Marcellus McCluster avait été identifié à l'origine comme suspect dans la mort de Blackmore, mais l'affaire s'est refroidie. Maintenant, 40 ans plus tard, il a été accusé de son meurtre. La réouverture de l'enquête et les accusations ultérieures ont attiré une nouvelle attention sur cette affaire ancienne, offrant un aperçu de la possible justice pour René et sa famille après des décennies d'incertitude. Lors d'une conférence de presse où les mises à jour sur l'affaire ont été divulguées, Kimberly Schwartz, la procureure adjointe du circuit judiciaire de Chattahoochee, a partagé ses réflexions sur les incertitudes entourant la vie écourtée de René. Elle a souligné la profonde perte, exprimant la réalité émouvante qu'il ne pouvait qu'imaginer la vie que René aurait pu avoir, l'amour qu'elle aurait pu connaître,
les relations qu'elle aurait pu établir et les rêves qu'elle aurait pu réaliser. De plus, elle a parlé de la malveillance manifestée dans ce cas, soulignant qu'il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de prescription pour le meurtre. Et c'est parce que parmi tous les crimes dans tous les livres, c'est le seul qui prive la victime du droit le plus fondamental que nous avons tous, qui est le droit de vivre le reste de nos vies. Nous ne savons pas comment aurait été la vie de Renée Blackmore. Nous savons qu'elle n'a pas eu la chance de fêter son 21e anniversaire. Nous ne savons pas à qui elle aurait pu aimer, quelles relations elle aurait pu construire, quels rêves elle aurait pu réaliser. Toutes ces choses se sont éteintes avec un coup de fusil bon marché à environ 3 km au milieu de nulle part, dans le comté de Chattahoochee, il y a 40 ans. Il n'y a pas de date de péremption pour ce genre de malveillance. Et il n'y a pas de moment où ce crime est trop vieux pour mener le coupable devant la justice, tant qu'il existe des preuves. Et grâce au très bon travail des personnes présentes ici aujourd'hui, ainsi que de nombreux autres qui les ont précédés, nous pensons avoir ces preuves. Le grand jury du comté de Chattahoochee a été d'accord avec cette proposition la semaine dernière, et nous espérons présenter ces preuves au tribunal à la fin de l'année. Dans une déclaration séparée, la mère de Renée a exprimé sa gratitude à l'unité des affaires non résolues pour leur recherche inflexible de justice dans le cas de sa fille. Elle a reconnu que, bien que rien ne pourrait ramener Renée, elle trouvait du réconfort dans le fait que ces personnes se soient suffisamment souciées pour rechercher diligemment la vérité. Le 25 avril 2022, McCluster est comparu devant le tribunal du comté de Chattahoochee. Lors de l'audience brève, qui a duré moins de 10 minutes, McCluster n'a présenté aucune déclaration. Le résultat du cas de McCluster reste incertain et non divulgué à ce jour. Lucille Hultgren. Notre prochain cas nous conduit à Galt, une ville du comté de Sacramento, en Californie. Galt offre à ses résidents un environnement suburbain tranquille, et la plupart des gens y possèdent leur propre maison. C'est dans cette ville que s'est déroulée l'histoire de Lucille Hultgren. Lucille est née le 20 mai 1909. Bien que les détails sur sa vie précoce soient rares, on sait qu'elle a rencontré Frank Hultgren et qu'ils se sont mariés à un moment donné pendant leur jeunesse. Le couple a élevé 2 enfants, Frank et Henry. On sait également qu'elle et son mari Frank ont déménagé de l'Ohio à Galt en 1968. Lucille et Frank étaient connus pour leur gentillesse et leur amour. Ils traitaient les enfants du quartier comme s'ils étaient leurs propres petits-enfants. Sean Jacobs, un ancien voisin, a partagé avec affection que les Hultgren avaient une nature accueillante et bienveillante. Se souvenant des étés, Sean a mentionné qu'il l'invitait chez eux, lui offrant des biscuits et de la limonade. Il a souligné que Lucille ne parlait jamais durement et a laissé une impression positive et durable sur ceux qui l'ont connue. Selon ceux qui connaissaient Lucille, elle menait une vie simple et modeste et était profondément engagée envers sa famille et envers la première église méthodiste de Galt, son lieu de culte. Les voisins la considéraient comme une grand-mère typique qui se consacrait souvent à son jardin pendant de longues périodes. Dans une déclaration séparée, la mère de Renée a exprimé sa gratitude à l'unité des affaires non résolues pour leur recherche inflexible de justice dans le cas de sa fille. Elle a reconnu que, bien que rien ne pourrait ramener Renée, elle trouvait du réconfort dans le fait que ces personnes se soient suffisamment souciées pour rechercher diligemment la vérité. Le 25 avril 2022, McCluster est comparu devant le tribunal du comté de Chattahoochee. Lors de l'audience brève, qui a duré moins de 10 minutes, McCluster n'a présenté aucune déclaration. Le résultat du cas de McCluster reste incertain et non divulgué à ce jour. Lucille Hultgren. Notre prochain cas nous conduit à Galt, une ville du comté de Sacramento, en Californie. Galt offre à ses résidents un environnement suburbain tranquille, et la plupart des gens y possèdent leur propre maison. C'est dans cette ville que s'est déroulée l'histoire de Lucille Hultgren. Lucille est née le 20 mai 1909. Bien que les détails sur sa vie précoce soient rares, on sait qu'elle a rencontré Frank Hultgren et qu'ils se sont mariés à un moment donné pendant leur jeunesse. Le couple a élevé 2 enfants, Frank et Henry. On sait également qu'elle et son mari Frank ont déménagé de l'Ohio à Galt en 1968.
Lucille et Frank étaient connus pour leur gentillesse et leur amour. Ils traitaient les enfants du quartier comme s'ils étaient leurs propres petits-enfants. Sean Jacobs, un ancien voisin, a partagé avec affection que les Hultgren avaient une nature accueillante et bienveillante. Se souvenant des étés, Sean a mentionné qu'il l'invitait chez eux, lui offrant des biscuits et de la limonade. Il a souligné que Lucille ne parlait jamais durement et a laissé une impression positive et durable sur ceux qui l'ont connue. Selon ceux qui connaissaient Lucille, elle menait une vie simple et modeste et était profondément engagée envers sa famille et envers la première église méthodiste de Galt, son lieu de culte. Les voisins la considéraient comme une grand-mère typique qui se consacrait souvent à son jardin pendant de longues périodes. Cependant, un changement significatif est survenu en novembre 1985 lorsque son mari Frank a été admis dans un foyer pour personnes âgées, laissant Lucille vivre seule avec ses chats. Tristement, presque 2 ans plus tard, en octobre 1987, Frank est décédé après avoir perdu la bataille contre la maladie d'Alzheimer, une perte qui a eu un impact sur toute la famille. Malgré les défis, Lucille a persévéré en naviguant seule dans la vie pendant les mois suivants. Cependant, le destin avait une autre tragédie en réserve. Le vendredi 20 mai 1988, Lucille a célébré joyeusement son 79e anniversaire, sans savoir que ce serait le dernier. Le dimanche suivant, son absence à l'église, où elle assistait régulièrement, a suscité des inquiétudes parmi les membres de la congrégation. Le lundi 23 mai, 2 amis de Lucille ont décidé de vérifier son bien-être et lui ont rendu visite après le service religieux. En entrant par une porte coulissante en verre partiellement ouverte, ils ont été profondément choqués de découvrir le corps sans vie de Lucille dans sa chambre. La vieille dame avait été victime d'un crime grave. Elle avait été poignardée, agressée et étranglée jusqu'à la mort. Alarmés par cette découverte macabre, les amis se sont empressés d'informer la police de Galt de la scène terrifiante qu'ils avaient trouvée. Les policiers ont rapidement répondu et ont ouvert une enquête sur cet incident angoissant, faisant maintenant face à la réalité inquiétante d'un crime atroce ayant arraché la vie d'un membre cher de la communauté. À leur arrivée sur les lieux, les officiers ont remarqué des blessures visibles sur la poitrine de Lucille. De plus, son corps avait déjà commencé à se décomposer, indiquant qu'il avait passé un certain temps depuis son décès. Étrangement, il ne semblait manquer rien dans sa petite maison d'une chambre, ce qui a conduit les enquêteurs à écarter le vol comme motif. Les résultats de l'autopsie ont révélé que Lucille avait succombé à 2 blessures fatales à la poitrine. Déterminer le moment exact de sa mort a été un défi initial. Au début, les détectives pensaient qu'elle était décédée depuis environ 1 semaine, sur la base du degré de décomposition. Cependant, des amis ont précisé qu'ils avaient vu ou parlé à Lucille seulement 3 jours avant la découverte de son corps. Ce crime choquant a profondément inquiété les voisins de Lucille. En réponse, ils ont pris des mesures pour renforcer leur sécurité, comme fermer à clé les portes et les fenêtres la nuit, et mettre en place des mesures supplémentaires pour protéger leur famille. Plusieurs agences ont collaboré à l'enquête, dirigée par la police de Galt. De nombreux témoins ont été identifiés et interrogés, allant des voisins et membres de la famille aux connaissances de l'église, et même une entreprise responsable de l'installation d'un cabanon à outils chez Lucille. Le bureau du shérif du comté de Sacramento a joué un rôle crucial en réunissant une quantité substantielle de preuves sur les lieux. Des agents du département de la justice de Californie ont recueilli des empreintes digitales et des échantillons d'ongles du corps de Lucille, qui ont été soigneusement préservés pour d'éventuelles analyses futures. Malgré ces efforts étendus et collaboratifs, la police de Galt a rencontré des difficultés pour identifier définitivement un suspect. Avec le temps, les pistes se sont refroidies et le cas est resté non résolu, laissant la communauté avec des questions persistantes et un sentiment d'incertitude. Plus tard, le cas est devenu aussi froid que la glace. Il s'est avéré que les enquêteurs avaient acquis les preuves cruciales nécessaires pour résoudre l'affaire, mais il a fallu plus de 30 ans pour que la technologie progresse suffisamment pour le rendre possible. Le passage du temps a ajouté une couche supplémentaire de complexité au mystère, maintenant la communauté en suspense jusqu'à ce que l'avancée se produise. En janvier 2022, le laboratoire des crimes du comté a réexaminé les preuves d'ADN préservées pendant plus de 3 décennies et l'avancée cruciale est venue des échantillons d'ongles.
Ce matériel génétique stocké précédemment s'est avéré clé pour percer le mystère de longue date. En entrant le profil d'ADN extrait des échantillons d'ongles dans la base de données, une correspondance a été trouvée avec un individu nommé Terry Leroy Bramble. Les enquêteurs ont révélé que Terry avait été résident de longue date à Transia et Galt, avec des antécédents de condamnation pénale. Il avait passé des années à vivre dans les rues de la ville, souvent sous le pont de l'autoroute 99. Lorsque ces derniers lieux de séjour ont été examinés, les détectives ont découvert que la vie de Terry s'était terminée en 2011 par cause naturelle. La révélation de la connexion de Terry avec l'affaire a fourni une conclusion à l'histoire tragique de Lucille, offrant des réponses qui avaient échappé à la communauté pendant plus de 3 décennies. Au moment du meurtre tragique de Lucille en 1988, Terry n'avait que 32 ans. Étonnamment, les dossiers policiers indiquent qu'il n'est pas apparu comme suspect lors de l'enquête initiale sur la mort de Lucille. Maintenant, avec le suspect, Terry, reposant dans sa tombe, les détectives se sont retrouvés sans moyens pour percer le mobile du crime ou comprendre comment Terry avait pu croiser le chemin de Lucille avant son décès prématuré. Malgré l'absence de poursuites contre le meurtrier de Lucille, les responsables de la police de Galt ont exprimé leur satisfaction d'avoir pu clore le dossier. Bien que des questions subsistaient sur le mobile et les circonstances sans réponse, il y avait un sentiment palpable de clôture et de résolution après plus de 3 décennies d'incertitude. La communauté, longtemps tourmentée par le cas non résolu, a pu trouver un certain réconfort dans la connaissance que le mystère avait trouvé sa conclusion, bien que certains détails restent dans le passé. Christina Wariner. Le prochain cas nous emmène à Santa Ana, une ville située dans le comté d'Orange, en Californie. Elle fait partie de la région métropolitaine de Los Angeles, dans le sud de la Californie, et compte plus de 300 000 habitants. Santa Ana est la 2e ville la plus peuplée du comté d'Orange. Cette ville joue un rôle crucial en tant que centre économique et culturel important pour la région de la Côte d'Orange. En 1964, au même endroit, s'est déroulée l'histoire déchirante de Christina Elizabeth Vono Wariner. Mais d'abord, changeons notre focus vers Des Moines, Iowa, où se sont produits les événements initiaux de cette histoire. Nés le 11 janvier 1917 à Des Moines, Iowa, les parents de Christina étaient Tommaso Vincenzo Vono et Concetta Pantuzzo. Bien que les informations sur Christina soient limitées, sa fille Christina Lonzo a peint un portrait d'elle comme une femme belle mais tourmentée qui peinait à naviguer dans la vie. Lonzo a partagé que lorsque Christina était jeune, son père, également grand-père de Lonzo, a commis un meurtre en Iowa, ce qui a conduit à son exécution en prison. Après ces événements tragiques, Christina s'est retrouvée élevée dans des orphelinats et, en grandissant, a affronté des défis qui l'ont amenée à prendre de mauvaises décisions. Selon Lonzo, son père était affecté par la polio, tandis qu'elle a décrit sa mère comme mentalement affectée. « Ma mère était une personne très triste », a dit Lonzo. Elle a relaté que lorsqu'elle avait 5 ans, sa mère, accablée par la peur que les travailleurs sociaux la séparent de ses enfants, est arrivée à un point de détresse où elle a tenté de se suicider, ainsi que ses enfants. Après cet incident traumatisant, Lonzo et son frère Michael ont été pris en charge par des proches ou placés en foyer d'accueil. Des années plus tard, Lonzo a eu un aperçu de sa mère lorsque les autorités ont envisagé une réunion possible, mais elle a exprimé que sa mère était presque méconnaissable. « J'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour elle, car elle a toujours eu une vie extrêmement difficile », a dit Lonzo. En 1964, à l'âge de 47 ans, Christina travaillait comme gestionnaire résidente au Motel California à Santa Ana, Californie. Elle vivait seule à l'époque. C'est pendant cette période qu'un événement effrayant s'est produit, semblant tout droit sorti d'un film d'horreur. Le 16 février 1964, un locataire du Motel California a fait une découverte angoissante. Il a trouvé une porte entrouverte et à l'intérieur gisait le corps sans vie de Christina. Partiellement habillée, elle avait été agressée, battue et étranglée. Charles Thayer, un officier de patrouille de Santa Ana à l'époque, fut l'un des premiers à arriver à l'appartement de Christina. Là, il a trouvé une scène perturbante. Une empreinte de main ensanglantée marquait la porte blanche de l'unité. Le corps sans vie de Christina gisait au centre du salon, entouré d'une quantité significative de sang encore frais. Du sang sec enchevêtrait ses cheveux, obstruant son visage.
Une serviette était fermement attachée autour du cou de Christina et de la terre, probablement provenant d'un pot de fleurs voisin, était placée sur son visage et sa bouche. Bien que l'espace soit en désordre, il ne semblait pas avoir été pillé, ce qui a amené la police à spéculer que Christina pourrait avoir été familière avec son agresseur. Une autopsie a révélé le sombre détail que son crâne avait subi des fractures causées par plusieurs coups violents. Dans leurs efforts pour recueillir des informations, les officiers ont interrogé les résidents du motel, mais ont obtenu peu d'informations. Cependant, une avancée s'est produite lorsqu'un homme employé dans une agence de cautionnement logé au 2e étage se souvint avoir entendu un coup distinctif provenant du plafond. Une enquête supplémentaire de la police a révélé que Christina avait été vue pour la dernière fois la nuit du 15 février 1964, la veille de sa découverte tragique. Elle avait été en compagnie d'autres personnes regardant la télévision dans une salle commune. Cette chronologie a fourni aux enquêteurs un point de départ pour reconstruire les événements ayant conduit à l'incident inquiétant dans son appartement. L'enquête s'est rapidement concentrée sur l'empreinte de main ensanglantée trouvée sur la porte de Christina. Les détectives ont interrogé près de 200 personnes, recueillant des échantillons d'empreintes digitales pour une comparaison exhaustive. Malgré leurs efforts considérables, le résultat est resté évasif, car aucune piste ni concordance concluante n'a émergé de ce processus. L'absence de pistes concrètes a laissé les enquêteurs dans une impasse, laissant la question inquiétante concernant la mort de Christina sans réponse. L'affaire s'est rapidement refroidie, sans compréhension définitive sur les circonstances de sa fin tragique, ni sur l'identité de son agresseur. En 2002, les avancées technologiques ont poussé les enquêteurs à rouvrir le dossier, notamment en réexaminant les empreintes digitales ensanglantées laissées sur la scène du crime. Un progrès a été réalisé lorsque ces empreintes ont été identifiées avec succès comme appartenant à un homme nommé Charles Edward Faith. Ces empreintes, supposées être présentes dans une base de données, ont été confirmées par un expert comme étant identiques à celles trouvées dans le sang de la victime sur la porte. Cette révélation a marqué la première fois que Faith est apparu sur le radar des détectives et a entraîné une approche renouvelée de l'enquête. Faith, un criminel déjà condamné, a connu un tournant le 1er novembre 2007 à l'âge de 67 ans. Il a été arrêté sans incident chez lui à Felin, près de San Bernardino, par la police de Santa Ana et le bureau du shérif des États-Unis. Après son arrestation et son placement en détention, le détective de Santa Ana, Louis Martinez, a interrogé Faith. Initialement, Faith a nié connaître le motel ou Christina. Cependant, il a avoué avoir été présent le jour de la mort de Christina. Le récit de Faith lors de l'interrogatoire a été troublant. Il a affirmé avoir séjourné au motel, bien que son nom ne figure pas dans le registre. Des déclarations contradictoires ont surgi quant à savoir s'il était sous l'influence. Les détectives ont eu des difficultés à obtenir des informations claires sur ses motifs pour être dans la ville et sur son emplacement les jours entourant le meurtre. Selon Faith, Christina lui avait demandé de quitter le motel. Cependant, il a admis être revenu, l'ayant vu se doucher dans une salle de bain partagée, puis être entré dans sa chambre. Dans un supposé accident, il a relaté avoir frappé sa tête contre la table et s'être évanoui. Faith a affirmé avoir nettoyé sa tête avec un mouchoir et quitté les lieux. Il a mentionné de manière intrigante avoir une personnalité divisée ou un compagnon invisible nommé Doug McGrath. Malgré ces détails particuliers, Faith a nié toute implication dans la mort de Christina lors de l'interrogatoire. Lors de son procès, Faith a plaidé non coupable des accusations. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vie de Faith dans les dossiers publics, mais les dossiers montrent que sa santé s'est rapidement détériorée après son arrestation en 2007. En 2009, sa capacité mentale a été remise en question par un avocat de la défense, ce qui a conduit à la détermination qu'il n'était pas mentalement apte à être jugé. Cela a ajouté une nouvelle couche de complexité aux procédures judiciaires, car la santé mentale de Faith est devenue un point central de préoccupation. Après avoir été initialement envoyé à l'hôpital d'État de Patton, puis à l'hôpital d'État de Napa pour traitement, Faith est retourné dans le système carcéral du comté d'Orange 3 ans plus tard, en 2012. Bien que les responsables de l'hôpital croyaient qu'il était apte à être jugé, tant un juge du comté d'Orange que le conseil juridique de Faith ont exprimé des divergences. Ils ont déterminé que Faith
diagnostiqué avec une démence vasculaire avec état dépressif, était mentalement perturbé. Un rapport de 2015 d'un enquêteur de tutelle du comté d'Orange a éclairé la condition de Faith. Il a mentionné qu'il était connu pour chanter tout seul et, parfois, pour cacter comme un coq. De plus, le rapport a révélé que Faith avait subi un accident vasculaire cérébral pendant sa détention, le laissant avec des limitations physiques sévères, y compris l'incapacité de se tenir debout tout seul. En 2016, tant le bureau du procureur que l'avocat de Faith ont convenu qu'il nécessitait des soins médicaux à long terme. Cependant, cette décision a rencontré des obstacles en raison des charges criminelles en cours contre lui. Les avocats des deux parties ont reconnu la diminution de la conscience de Faith de son environnement. Son avocat a décrit sa condition comme une démence extrême accompagnée d'une myriade de problèmes médicaux complexes. Malheureusement, les dossiers judiciaires ne précisent pas l'établissement exact où Faith a été transféré pour les soins médicaux à long terme. En février 2018, l'affaire a trouvé une conclusion silencieuse avec le décès de Faith. La cause de sa mort reste floue. La fille de Christina Alonso, a reçu la nouvelle qu'il n'y aurait jamais de procès en raison du décès de Faith. La mort de Faith a suscité une combinaison complexe d'émotions chez elle: soulagement, colère et questions persistantes. Parmi ces questions, la principale était le désir de comprendre les événements survenus dans la chambre où sa mère a trouvé sa fin et la raison derrière un acte aussi atroce. Pour Lonzo, la quête de clôture continue. Baby Mary. En la froide nuit de Noël de 1984, un secret glaçant reposait enterré sous la neige dans un parc désert de New Jersey. Au milieu de la neige, le corps sans vie d'un bébé nouveau-né a été découvert. Le bébé, qui serait plus tard nommé Baby Mary, a été trouvé enveloppé dans une serviette à l'intérieur d'un sac plastique avec son cordon ombilical encore attaché. Après 4 décennies, la police a trouvé une piste prometteuse. L'affaire nous conduit à la municipalité de Medham, également connue sous le nom de Medham Township, dans le New Jersey. Petit village pittoresque à plus de 48 km de la ville de New York, avec une population de seulement 6000 personnes, il est le foyer de nombreuses célébrités, de Whitney Houston à l'acteur lauréat d'un Emmy, Peter Dinklage. La municipalité est surtout connue pour son charme historique pittoresque et la maison Phoenix, qui sert de bâtiment municipal. La taverne Black Horse est un refuge réputé pour ceux qui cherchent à échapper au rythme de vie effréné. Ce qui rend cet endroit incroyablement populaire est la chaleur de la communauté et les personnes qui s'efforcent d'aider et de prendre soin des autres. Mais c'est là, en 1984, qu'une découverte tragique a été faite. Le 24 décembre 1984, une bébé d'1 jour a été laissée pour affronter un destin cruel dans le froid implacable. Son cordon ombilical était encore attaché, un détail déchirant qui souligne la nature choquante de son abandon. 2 enfants, explorant les paysages d'hiver aux abords de la municipalité de Medham vers 10h30 du matin, ont découvert le bébé dans un sac plastique. Effrayés et préoccupés par le bébé, ils ont alerté la police. La découverte macabre a naturellement provoqué une réponse rapide des autorités locales. À leur arrivée sur les lieux du crime, les agents de la loi ont trouvé le corps dans un sac plastique, enveloppé dans une serviette avec le cordon ombilical encore attaché au moment de la découverte. Un examen médical a été réalisé peu après, où il a été conclu que le bébé était vivant à la naissance et avait 24 heures de vie au moment de sa mort. Il est devenu évident que ce n'était pas seulement un cas d'abandon, mais un acte horrible de meurtre. Le bébé avait été laissé dans un sac plastique, ce qui l'avait empêché de respirer et de survivre au froid extrême, conduisant à l'asphyxie et à la mort éventuelle du bébé. En raison du manque de preuves et de témoins, la police n'a pas pu trouver beaucoup de pistes à suivre à ce moment-là. Malgré une enquête approfondie, l'affaire s'est refroidie comme la neige. À sa mort, le bébé a été baptisé par le révérend Michael Drury de l'église de Saint-Joseph et a été nommé Mary par un aumônier de la police. Elle a été enterrée à l'église de Saint-Joseph dans la municipalité de Medham, et sa mémoire a été honorée chaque année à la veille de Noël après sa découverte. Les membres de la communauté et la police se sont unis pour s'assurer qu'elle ne soit jamais oubliée. Bien que l'affaire se soit refroidie, le passage du temps n'a pas découragé les enquêteurs déterminés. En 2014, un moment crucial fut atteint grâce à une détermination inébranlable lorsque les enquêteurs parvinrent à un progrès significatif. Ils examinèrent des centaines, voire des milliers,
de pistes pour retrouver les parents biologiques. En 2016, certaines correspondances furent trouvées, y compris le père, et il fut confirmé qu'il avait 19 ans au moment de l'incident. De l'ADN a été prélevé sur le bébé au moment de la découverte. L'analyse de l'ADN a permis aux enquêteurs d'identifier le père. Après avoir suivi littéralement des centaines, voire des milliers de pistes, la mère a été identifiée. Tant le père que la mère ont été vérifiés par ADN comme étant les parents biologiques. Cependant, le père était décédé en 2009, avant que les enquêteurs puissent le localiser, selon Robert Carroll, du département du comté de Morris. Il a également déclaré que le père n'avait pas d'informations et n'était pas au courant de la naissance ou de la mort du bébé. Cette révélation capitale fut un tournant dans l'affaire, car elle les rapprocha de la découverte de la vérité derrière les événements tragiques. Avec cette avancée, l'identité de la mère de Baby Mary émergea des ténèbres. En 2023, grâce aux tests ADN et à la coopération policière dans différents États, y compris le comté de Morris, le New Jersey et la Caroline du Sud, la mère de Baby Mary fut identifiée et avait seulement 17 ans au moment du crime. Cependant, ses motifs pour commettre un acte aussi atroce restent inconnus. Les autorités ont choisi de ne pas révéler son nom en raison de son statut de mineur au moment du crime. Une plainte pour délinquance juvénile a été déposée contre la mère biologique de Baby Mary. Elle a été accusée d'homicide involontaire. Après près de 40 ans, la justice commença enfin à prendre son élan. La mère, qui n'avait que 17 ans à l'époque, fut arrêtée en Caroline du Sud le 24 avril 2023. En septembre 2023, elle fut accusée d'homicide involontaire dans le cadre d'une plainte pour délinquance juvénile. Comme elle n'était pas majeure à ce moment-là, cela ne sera pas considéré comme un crime de second degré. Son identité n'a pas été révélée puisqu'elle a été accusée comme mineure. Bien qu'elle ne soit pas en détention, elle est maintenant étroitement surveillée et son destin repose désormais entre les mains du système judiciaire. L'histoire prend un tournant significatif en entrant dans le domaine juridique. Baby Mary, qui est restée sans nom pendant si longtemps, est maintenant au centre d'un cas qui est loin d'être un simple ajustement de comptes historiques. Alors que l'affaire progresse, des questions subsistent. Qu'est-ce qui aurait pu pousser quelqu'un à commettre un acte aussi déchirant, surtout un jour destiné à l'amour et à la famille? Les réponses peuvent ne pas être véritablement satisfaisantes. C'est complètement triste. Tout était triste et reste triste. Comment peut-on tourner cette page? Mais avec cette plainte pour délinquance juvénile, la justice est servie lentement, mais sûrement pour Baby Mary. Au moment de l'abandon et du destin tragique de Baby Mary, le New Jersey ne disposait pas de loi sur les refuges sûrs qui auraient permis à sa mère de la remettre de manière anonyme dans un hôpital, une station de police ou une caserne de pompiers. Cela aurait pu prévenir l'abandon et la mort éventuelle de Baby Mary. La loi sur la protection des refuges sûrs pour les bébés, qui permet de telles remises, entra en vigueur dans l'État du New Jersey en l'an 2000. Cette législation rappelle qu'il existe une aide disponible pour les jeunes parents confrontés à des circonstances difficiles. Les bébés de 30 jours ou moins, exempts de maltraitance ou de négligence, peuvent être acceptés sans poser de questions en vertu de cette loi. Lisa Fracassi. Le 3 novembre 1994, Lisa Fracassi, âgée de 37 ans, fut retrouvée étranglée dans son propre appartement après avoir été introuvable pendant plusieurs jours. Sa passion pour une carrière en soins infirmiers l'avait conduite à Hawaï, également connu sous le nom d'État Aloha. Tentant de survivre seule tout en poursuivant ses études d'infirmière, elle trouva un emploi comme danseuse exotique au Exotic Paradise, un club pour hommes exclusif à l'époque. Lisa résidait dans un des hôtels de la rue Naoua, Waikiki, connu pour être un lieu de prédilection pour les activités criminelles. Ce qui suivit fut une affaire épouvantable. Lisa fut retrouvée morte dans son propre appartement, après de nombreux efforts pour la contacter, avec d'innombrables appels en attente et un panneau « Ne pas déranger » sur le bouton de sa porte. Honolulu est la principale porte d'entrée d'Hawaï vers le monde. C'est également un important centre pour les affaires, les finances, l'hospitalité et la défense militaire de l'État. Le climat tropical agréable d'Honolulu, sa beauté naturelle riche et ses vastes plages en font une destination mondiale populaire pour les touristes. Hawaï pourrait figurer sur la liste de vos prochaines vacances, mais en 1994,
c'était l'un des endroits les plus dangereux à visiter. Le taux national de criminalité atteignit son point culminant en 1991 avec environ 5 856 crimes pour chaque 100 000 personnes. 73% des résidents d'Hawaï vivent dans la ville et le comté d'Honolulu. En 1998, 74,6% des crimes totaux de l'État, 79,5% des crimes violents et 74,3% des crimes contre la propriété furent signalés à Honolulu. En 1998, le taux de crimes violents continua de diminuer par rapport au sommet historique de 1995, avec une diminution de 10,9% par rapport à 1997. Le taux a diminué de manière significative au fil des ans, faisant d'Hawaï le 5e État le plus sûr des États-Unis aujourd'hui. Mais par le passé, il a connu de nombreux souvenirs amers, dont l'un d'eux était Lisa Ann Fracassi, une aspirante étudiante en soins infirmiers qui arriva à Honolulu en poursuivant ses rêves. Le 29 juin 1957, Lisa Ann Fracassi naquit de ses parents Ernest V et Gloria Molinaro Fracassi. Elle était la benjamine de la famille et avait un frère aîné, Ernest Fracassi. En tant que fille cadette, elle était gâtée et entourée d'amour. Sa famille résidait à Niagara Falls, aux États-Unis, où Lisa termina sa scolarité avec d'excellentes notes. Nominée comme élève d'honneur au lycée de Niagara Falls, elle obtint son diplôme en 1975 et était intéressée par une carrière en soins infirmiers. 3 ans plus tard, en 1978, elle décida de déménager en Floride pour poursuivre ses études. Bien que ce fût un grand changement pour la jeune femme de 21 ans, elle réussit et obtint bientôt son diplôme de l'Université du comté de Broward en 1979 avec un diplôme en soins infirmiers. En plus de son excellence académique, elle était également une nageuse talentueuse et était connue pour être une sauveteuse qualifiée. Elle passa les années suivantes à travailler comme infirmière autorisée à l'hôpital universitaire de Fort Lauderdale, en Floride. À présent, avec un parcours brillant et un travail passionnant, la vie de Lisa semblait presque parfaite, n'est-ce pas? Cependant, les choses n'étaient pas aussi impeccables qu'elles en avaient l'air. En enquêtant sur son passé, quelques événements surprenants révèlent le contraire. Le 3 mai 1987, alors que Lisa travaillait encore comme infirmière dans le comté de Floride, elle a été retrouvée en train de conduire sur l'autoroute dans une Chevy Z28 de 1982. Elle a été arrêtée sur l'autoroute par le sergent Jimmy Terry et le caporal John Stanley du département du shérif du comté de Sumter, car ses phares étaient hors service. Il a été découvert qu'un de ses phares était cassé. Les officiers ont procédé à une inspection plus approfondie et ont trouvé Lisa au volant avec un homme d'environ 40 ans à ses côtés. L'homme était Robert Lee Huff, dont la relation avec Lisa reste incertaine. L'un des officiers a remarqué une substance blanche à l'intérieur de la voiture et, en raison de ses soupçons, leur a demandé de sortir pour une fouille exhaustive. La substance blanche s'est révélée être de la drogue, spécifiquement de la cocaïne, et les officiers ont récupéré environ 1,2 kg de cette substance illégale ainsi que 28 grammes de marijuana. Il convient de noter qu'à cette époque, le sud de la Floride abritait certains des plus grands cartels de drogue en activité, donc cela n'a pas surpris les officiers et les accusations étaient assez graves. Les 2 individus ont été accusés de multiples crimes graves tels que possession de substances illégales, possession avec l'intention de vendre des substances illégales, trafic d'une quantité considérable de marijuana et, enfin, charge pour possession de marijuana. En plus de ces charges, Lisa a également été inculpée de crimes graves en raison de son permis de conduire suspendu. La caution contre elle a été fixée à 500 000 $. Ce qui est surprenant, c'est que toutes les informations détaillées sur cet incident ont été effacées. La raison exacte est inconnue et aucun enregistrement de cela ne peut être trouvé aujourd'hui, mais nous pouvons supposer qu'elle n'a purgé aucune peine, puisqu'elle est partie pour Hawaï à peine 3 ans plus tard. En 1990, Lisa est partie en quête d'un nouveau départ depuis la Floride vers Honolulu, Hawaï. C'était presque comme si elle voulait repartir à zéro, laissant son passé derrière elle. Mais les choses ne se sont pas déroulées en sa faveur, car pour exercer la profession d'infirmière à Hawaï, elle devait d'abord passer un examen de licence séparé. Cela a posé un grand problème pour Lisa, car elle manquait de fonds.
Elle a essayé plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins tout en suivant l'école d'infirmière. C'est alors qu'elle a commencé à travailler comme danseuse exotique au Pure Platinum au 2301 de l'avenue Kuhio à Waikiki. Pendant cette période, c'était connu comme un club pour hommes dirigé par Conrad Maddox et était copropriété de David Shutter. David Shutter avait également un passé d'implication avec le crime organisé dans de nombreux clubs. Au cours de son séjour dans le club, Lisa a rencontré Renee Jensen, la maquilleuse assignée aux filles. Elles sont rapidement devenues les meilleures amies en travaillant ensemble. Après avoir travaillé dans le club pendant 3 ans, elle est passée à différents clubs, terminant à l'Exotic Paradise. Vers le premier mois de 1994, Lisa a emménagé dans la chambre 206 au 2e étage de l'Aston Honolulu Prince, au 415 de la rue Nawa, à Waikiki. En avril 1994, elle partageait la chambre avec un colocataire masculin. À peine 3 jours avant Halloween, le 28 octobre 1994, Lisa est passée chez René pour lui laisser une citrouille pour sa fille. Lors de leur dernière conversation par téléphone la nuit suivante, Lisa a mentionné à René ses projets pour ce week-end. Elle était excitée pour Halloween et il n'y avait aucun moyen qu'elle aurait pu soupçonner ce qui allait se passer ensuite. Lisa avait récemment rompu avec son petit ami de 7 mois en octobre, qui était apparemment un agent du département de police d'Honolulu. La rupture aurait pu être le catalyseur de la chaîne d'événements qui se produirait ensuite. Lisa a cessé de se présenter au travail le 29 octobre 1994. Elle a démissionné de son travail par un appel abrupt à son patron, Kimza, propriétaire du club Exotic Paradise. Elle a dit qu'elle avait trouvé un nouvel emploi et qu'elle ne se présenterait plus. Lisa a changé d'avis peu après et a appelé le lendemain pour s'excuser auprès de Kimza, lui demandant de la réintégrer. Il n'a pas beaucoup réfléchi à cela, car c'était assez courant dans son métier, et il l'a immédiatement réintégrée. Lisa est arrivée pour son quart de travail cette nuit-là, le 30 octobre, et a travaillé toute la nuit. Elle est partie du travail assez tard, vers 2 heures du matin, et ce serait la dernière fois que quelqu'un la verrait. Le club est resté fermé le lundi 1er novembre, et le jour suivant, lorsque Lisa ne s'est pas présentée au travail, Kimza a appelé pour vérifier sa localisation. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Le jeudi 3 novembre 1994, vers 12h05 de l'après-midi, une employée de nettoyage est entrée dans la résidence de Lisa pour s'assurer que tout allait bien. Il y avait un panneau « Ne pas déranger » sur la poignée de la porte qui était là depuis plusieurs jours, selon le personnel. Après presque 4 jours sans réponse, l'employée de nettoyage est entrée pour vérifier son bien-être. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle a découvert une scène horrifique. Elle a trouvé Lisa, âgée de 37 ans, étranglée jusqu'à la mort dans son propre lit. Lisa avait été étranglée avec un câble téléphonique enroulé autour de son cou, et sa bouche était fortement recouverte de drap. Il y avait des contusions sur tout son corps et son cou. Le personnel a appelé la police pour qu'elle prenne des mesures immédiates. Les enquêteurs du département de police d'Honolulu ont immédiatement ouvert une enquête et ont recueilli toutes les preuves possibles de la scène du crime. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans l'appartement. 2 des principales pièces à conviction étaient un préservatif usagé et un mégot de cigarette. Le manque de développement dans la science forensique à l'époque a empêché le traçage des échantillons d'ADN sur ces 2 éléments. Le corps a été transporté pour une autopsie et les rapports d'autopsie ont confirmé qu'elle était décédée la nuit du 30 et 1 octobre. La cause de sa mort a été asphyxie par strangulation sévère. Malgré un effort exhaustif, aucune des pistes n'a abouti et l'affaire a abouti à une impasse, se refroidissant comme la grêle. La famille et les amis de Lisa ont dû attendre 26 longues années pour obtenir justice. L'affaire a été rouverte en 2020, lorsque la police a examiné les échantillons d'ADN et les empreintes digitales recueillies sur le mégot de cigarette et le préservatif trouvé sur la scène du crime. Les échantillons ont été envoyés à Parabon Labs, une entreprise basée en Virginie spécialisée dans les services de phénotypage pour les agences de la loi. Le défi était que nous n'avions pas la technologie à l'époque lorsque ces cas se produisaient. Lorsque vous examinez et lisez les rapports, vous devez parfois contacter des témoins qui ont été interviewés il y a longtemps parce qu'ils n'ont peut-être pas dit quelque chose. Et parfois, il peut être très décevant de ne pas résoudre le crime immédiatement.
Mais les quelques étapes supplémentaires que vous prenez peuvent être très importantes. L'avancée grâce à la généalogie génétique a eu lieu sous la supervision de la célèbre généalogiste génétique Seymour, qui a résolu le cas irrésolu. Les empreintes digitales sont prises à des fins d'identification, donc nous avons pu les identifier par les empreintes digitales. Ainsi, si les empreintes digitales reviennent, dans une séquence d'événements, on demanderait un échantillon d'ADN pour confirmer. Des comparaisons supplémentaires d'ADN et un réexamen des empreintes digitales laissées sur les lieux ont conduit à l'identification d'un homme nommé Cecil H. Tran, comme principal et probablement unique suspect dans cette affaire. Tran n'avait jamais été suspect lors de l'enquête initiale. Son lien avec Lisa reste inconnu, mais il est possible qu'ils se soient croisés cette nuit-là alors qu'elle travaillait comme danseuse exotique il y a près de 3 décennies. Le département de police d'Honolulu a pu trouver une correspondance entre une empreinte digitale de Tran et une prise sur le téléphone de Lisa sur la scène du crime. Son ADN correspondait également exactement à celui prélevé sur le préservatif et le mégot de cigarette qui avait été soigneusement conservé tout ce temps. Malheureusement, lorsque la police a enquêté davantage sur son passé, ils ont découvert que Tran était décédé à Honolulu en 2013 à l'âge de seulement 48 ans à cause d'une insuffisance cardiaque congestive. Les mystères de ce cas sont partis dans la tombe avec son assassin. Le véritable motif du crime de Tran et toutes les questions supposées sur la vie et les événements de Lisa resteront sans réponse pour le monde. Thomas, un des amis proches de Lisa, a partagé dans une interview que elle était une personne affectueuse qui passait des heures avec des personnes ayant besoin d'aide. Il a ajouté qu'elle voulait devenir infirmière et a commencé à danser pour économiser de l'argent pour aller à l'école. Mais avec un travail régulier, il est difficile d'aller à l'école d'infirmière. Et une fois que vous êtes impliqué dans le milieu du divertissement nocturne, c'est encore plus difficile. La mémoire de Lisa restera gravée pour toujours dans les âmes qu'elle a touchées. Elle était connue pour son effort affectueux et aimable. Et elle a poursuivi sa passion jusqu'à son dernier souffle. Phil Perry. Le 13 avril 1992, un triangle amoureux impliquant un diacre, une membre de son église et le mari, s'est terminé de la manière la plus violente. L'un de ses protagonistes, Philip Perry, un diacre de 44 ans de l'église catholique de Saint-Joseph, a été abattu et son corps a été retrouvé dans sa voiture à Tijuana, au Mexique. En quelques mois, le cas a été clos et les enquêteurs croyaient avoir trouvé le coupable, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Des années plus tard, une nouvelle enquête sur le cas a mis en doute tout ce que les enquêteurs croyaient savoir sur la victime et le coupable, révélant des vérités choquantes sur ce triangle amoureux fatal de l'Église. Les principaux événements de l'histoire d'aujourd'hui se déroulent à Upland, en Californie, une ville du comté de San Bernardino, en Californie, avec une population de juste moins de 80 000 personnes. Upland est une ville en pleine expansion, avec une économie en plein essor. Elle possède plusieurs sites historiques d'intérêt, tels que la Madonna of the Trail, la route 66 et l'avenue Euclid. Upland a un revenu moyen de 91 800 $, considérablement plus élevé que le revenu moyen aux États-Unis, et un taux de criminalité violente de 4,54 pour 1000 résidents, ce qui rend la ville plus sûre que 12% des villes des États-Unis. Pour un homme de famille et diacre comme Phil Perry, Upland était un endroit idéal pour s'installer et élever une famille. En 1992, Philip Perry, 44 ans, était père de 4 enfants et diacre à l'église catholique de Saint-Joseph à Upland, en Californie. Il était marié à Christine Perry, qui était également la mère de ses enfants. Philip, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de Phil, était un homme amical et compatissant, aimé de ses voisins et des membres de l'Église. En 1991, Phil a rencontré Lisa Bragg, une femme magnifique qui avait commencé à prendre des cours à l'Église. Lisa a demandé conseil à Phil sur certains problèmes matrimoniaux qu'elle rencontrait avec son mari, Carl Bragg. Ces séances de conseil sont rapidement devenues des rencontres amicales où Phil et Lisa discutaient de tout. En octobre 1991, la relation entre Phil et Lisa s'était transformée en une romance de plus en plus forte. En janvier 1992, Phil et Lisa se retrouvaient régulièrement dans des hôtels, se laissant des messages codés dans les pages et s'envoyant des lettres d'amour. Début avril 1992, Christine Perry,
l'épouse de Phil, a découvert la romance de son mari avec la membre de l'Église. Mais au lieu de s'excuser et d'agir avec honte comme Christine l'espérait, Phil lui a demandé le divorce en mars 1992. Carl Bragg a découvert la romance en lisant le journal de Lisa et les lettres d'amour que Lisa recevait souvent du diacre. Carl s'est senti trahi et blessé par cela, alors il a décidé de discuter du sujet avec un membre de sa famille nommé Sandridge. Au cours de la discussion, Phil a dit à Sandridge que, si nécessaire, il avait des personnes qui pouvaient s'occuper de Phil. Mais Carl ne s'est pas arrêté là. Il a employé certains de ses associés pour suivre Lisa et Phil et surveiller l'utilisation de leurs boîtes aux lettres et de leurs beepers. Sandridge a appris les actions de Carl et s'est senti perturbé. Il a raconté à un prêtre de l'église catholique de Saint-Joseph la romance entre Phil et Lisa. En février 1992, la mère de Carl a donné au prêtre paroissial une des lettres que Phil avait envoyées à Lisa. Le prêtre a confronté Phil à propos de la romance, mais Phil a nié avoir une relation romantique avec Lisa et a affirmé que la relation était purement platonique. Cependant, plus tard, Phil a raconté à Lisa cette confrontation et lui a conseillé de faire plus attention à son beeper et à ses téléphones, et de garder ses lettres en lieu sûr, où son mari ne pourrait pas les trouver. Le 4 avril 1992, 3 ans après s'être mariée avec Carl, Lisa a demandé le divorce. Carl, qui avait su depuis des mois la romance de Lisa, n'était pas disposé à permettre qu'un diacre lui enlève sa femme, alors il a mis en place des plans pour éliminer Phil Perry. Le 11 avril 1992, Phil est sorti de chez lui pour aller au travail. Il n'est pas rentré à la maison, n'a pas appelé ni envoyé de message. À 9h30 du soir, Christine n'avait toujours pas eu de nouvelles de son mari et a décidé de parler à la police. Elle a dit à la police qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait son mari et qu'elle n'était pas au courant de ses déplacements. « Savez-vous où est votre mari ? Vous dit-il toujours où il est ?» Et j'ai dit « Non, je ne sais pas toujours où il est. » L'officier a dit « D'accord, c'était suffisant. » Il a compris que les choses n'allèrent pas bien. Immédiatement, la police a su que les choses n'allaient pas bien avec Christine et le mariage de Phil. Après avoir posé toutes les questions importantes, la police a déposé un rapport de personnes disparues pour Phil Perry. En même temps, Christine a reçu une lettre supposément de Phil, dans laquelle il s'excusait pour l'infidélité et lui disait qu'il était parti. La lettre semblait étrange à Christine, car Phil avait l'habitude d'écrire avec un ordinateur et non avec une machine à écrire, et la signature semblait étrange. L'église où Phil était diacre a également reçu une lettre similaire. Le 13 avril, le détective Emerson de la division des homicides de San Bernardino se rendit au sud jusqu'à Tijuana, au Mexique. Alors qu'il conduisait dans une rue résidentielle, il s'arrêta soudainement lorsqu'il découvrit une Chrysler blanche abandonnée, correspondant à la description de la voiture de Phil Perry. Emerson gara son véhicule et s'approcha de la Chrysler pour l'examiner. En ouvrant le siège arrière, il trouva le corps de Phil Perry. Il semblait que Phil avait été poussé puis abattu dans le dos. Son corps était replié sur le siège arrière, avec du sang éclaboussé sur le siège et le tapis. Il y avait aussi une douille usagée sur le sol. Après avoir sécurisé la scène, Emerson demanda à la douane mexicaine de déterminer quand la voiture de Phil avait traversé la frontière de Californie à Tijuana et de vérifier l'emplacement des 2 personnes qu'il pensait avoir des motifs pour vouloir la mort de Phil. L'amante supposée de Phil, Lisa Bragg, et son mari Carl Bragg. La douane informa qu'un Jeep appartenant à Carl Bragg avait traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le même jour où Phil avait été signalé comme disparu. Cela suffit à Emerson pour amener Carl à être interrogé au poste de police. Emerson commença à interroger Carl sur sa relation avec Phil Perry et ce qu'il savait sur la liaison entre Phil et Lisa Bragg, sa femme, ainsi que sur la disparition et le meurtre de Phil. Et puis il m'a posé plein de questions sur, tu sais, Phil Perry et Lisa, et ce que je savais sur son meurtre et sa disparition. À ce moment-là, je disais, la réponse de Carl à toutes les questions fut qu'il ne savait rien de la disparition ou du meurtre de Phil. Pendant ce temps, la police avait obtenu un mandat pour perquisitionner la maison et l'entreprise de Carl. La fouille révéla un stock de lettres d'amour de Phil à Lisa. À ce stade, Carl ajouta qu'il avait trouvé les lettres et confronté Phil à ce sujet. Lors de cette confrontation, Phil nia avoir une aventure avec Lisa. Il affirma que Carl avait mal interprété les lettres et que l'amour qu'il partageait avec Lisa était un amour spirituel de fraternité chrétienne.
un amour spirituel. Mais Carl ne crut pas l'histoire de Phil. Phil nia tout, même quand je lui disais que j'avais les lettres. Il a dit « Non, ce n'est pas ce que tu penses. C'est un amour spirituel de fraternité chrétienne. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu penses à la luxure charnelle. Et nous avons un amour spirituel. » Dans les lettres, Phil et Lisa faisaient référence à être dans une chambre d'hôtel où ils faisaient l'amour et d'autres détails intimes de leur relation. Lire ces détails enragèrent et blessèrent beaucoup Carl. Deux des personnes en qui il avait le plus confiance dans le monde l'avaient trahi de la pire manière possible. Ils ont mentionné qu'ils étaient dans une chambre d'hôtel et qu'ils faisaient l'amour, c'était en détail. J'étais en colère, j'étais blessé, principalement plus blessé qu'en colère. J'étais blessé parce que j'avais beaucoup confiance en cet homme. Carl considérait Phil comme un ami proche et un mentor spirituel avec qui il pouvait parler de tout. Malgré les dénégations de Carl, le détective Emerson pensait avoir suffisamment de preuves pour l'accuser de meurtre. Mais il y avait un problème. L'alibi de Carl était solide. Tout d'abord, Carl n'avait jamais été au Mexique de sa vie. De plus, le jour où Phil fut tué, Carl avait été très occupé avec de nombreux témoins pouvant attester qu'il avait été à l'hôpital avec sa fille, qui devait subir une amygdalectomie. Avec cet alibi, Carl ne pouvait pas avoir tué Phil Perry, du moins pas tout seul. Le détective Emerson décida donc de suivre les traces jusqu'au parking de l'église où Phil Perry avait été vu pour la dernière fois en vie, à l'église catholique Saint-Joseph à Upland, en Californie. Emerson interrogea des témoins oculaires qui affirmaient que la dernière personne avec laquelle Phil avait interagi avant de disparaître était une femme hispanique inconnue et de petite taille. La femme s'était approchée de Phil pour demander un câble de démarrage pour réparer sa voiture. Phil prit les câbles et alla avec elle voir sa voiture. Quelques heures plus tard, la femme rendit les câbles, mais Phil était introuvable. Le détective Emerson croyait que cette femme pourrait avoir été la complice de Carl. Le problème était que personne ne semblait pouvoir l'identifier. Même le prêtre disait qu'il ne l'avait jamais vue auparavant et n'avait aucune idée de qui elle était. Scott est apparu chez moi. Scott Harrison? Peu importe le nom de famille. Emerson ne pouvait se défaire de la persistance de l'idée que cette femme mystérieuse avait aidé Carl à kidnapper Phil, mais sans moyen de l'identifier, cette théorie resta au fond de son esprit pendant la décennie suivante, accumulant la poussière. En 1993, le cas Perry s'était refroidi, toutes les pistes prometteuses précédentes s'étant asséchées. Cependant, Russell Perry, le fils de Phil, ne pouvait abandonner l'affaire tant que justice ne serait pas rendue pour les meurtriers de son père. Il harcelait constamment la police pour rouvrir l'enquête jusqu'à ce que l'unité des cas non résolus du département du shérif du comté de San Bernardino la réouvre. En 2001, le détective Phil Emerson, faisant partie de l'unité des cas non résolus, reçut enfin l'indice dont il avait besoin pour résoudre la mort mystérieuse de Phil Perry. Une femme contacta le département des homicides de San Bernardino avec des preuves solides. Elle affirmait s'appeler Liz Minor, la demi-sœur de Carl Bragg. Elle était la même femme hispanique de petite taille qui avait demandé des câbles de démarrage à Phil ce jour fatidique. Liz affirma que Carl l'avait poussée à organiser une rencontre avec Phil. Selon elle, l'étudiant universitaire Scott Harrison, le meilleur ami de Carl, était apparu chez elle le 13 avril 1992. Ensemble, ils se rendirent au parking de l'église catholique Saint-Joseph, car Liz avait programmé une rencontre de conseil avec Phil, qui était aussi son pasteur. Pendant ce temps, Carl avait organisé tout cela pour qu'il se produise le même jour où il devait emmener sa belle-fille à l'hôpital pour une amygdalectomie, créant ainsi un alibi pour lui-même. Tandis que Scott restait dans la voiture, Liz s'approcha de Phil pour leur rendez-vous. Après la réunion, Liz parla à Phil de problèmes avec sa voiture et lui demanda des câbles de démarrage. Phil et Liz allèrent à son camion pour chercher les câbles. Pendant ce temps, Scott avait déplacé la voiture de Liz autour du coin, hors de vue de l'église. Pendant que Phil et Liz étaient près du camion en train de parler, Scott sortit de la voiture et se posta aux côtés de Phil. À ce moment-là, Liz affirma qu'elle avait eu peur car elle n'avait ni vu ni prévu l'apparition soudaine de Scott. Et la prochaine chose que je sais, c'est que Scott était debout à côté de Phil et j'ai eu peur. Parce que j'avais peur, je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse. Liz affirma ensuite que Scott, étant à côté de Phil, dit à Phil de se taire car il avait un pistolet.
Scott couvrit alors la bouche de Phil avec du ruban adhésif et le força à entrer dans le siège arrière du camion. Il dit à Phil de se taire et il avait un pistolet. Scott avait une sorte de ruban adhésif ou quelque chose comme ça et il le mit sur la bouche de Phil et le mit à l'arrière du siège. Scott me pointa avec l'arme. La prochaine chose que Liz entendit fut une forte détonation qui lui fit mal aux oreilles. Scott avait tiré avec un revolver Magnum 357, frappant Phil dans le haut du dos, et il me dit « Monte dans la voiture ». Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'entends un bruit assourdissant dans la voiture. J'ai mal aux oreilles et je fais « Ah !» et je saute et il me dit « Conduis juste ». Les enquêteurs découvrirent ensuite que la balle était sortie par sa tête, le tuant sur le coup. Liz, paniquée, commença à halter et à pleurer en disant qu'elle voulait rentrer chez elle. « Je tremble, je ne sais pas quoi faire et je suis comme « J'ai besoin de rentrer chez moi ». Mais Scott lui ordonna de quitter le parking et l'amena à un condominium appartenant à Carl, où ils laissèrent la voiture avec le corps à l'intérieur. Ensuite, ils appelèrent Carl pour lui dire que le travail était fait. Le lendemain matin, Carl invita Liz, Scott et Rob Miner, le mari de Liz, à un copieux petit déjeuner. Carl envoya ensuite par courrier les 2 lettres falsifiées que Christine, la femme de Phil, et l'église catholique Saint-Joseph avaient reçues après la disparition de Phil. Liz s'enfuit ensuite en Utah avec ses enfants. Après cette confession, la police arrêta Liz pour meurtre. Ils invitèrent ensuite Carl Bragg pour un autre interrogatoire. « Tu sais, je ne l'ai pas tué. Et je ne vais pas admettre que j'ai tué quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Juste l'effrayer. Comment comptiez-vous l'effrayer? Avec ça, c'est-à-dire, Scott était censé lui dire de s'éloigner, sinon... Ah, tu m'as déjà dit ça. Tu savais toujours que Scott avait une arme, donc tu savais probablement qu'il allait la porter pour effrayer Phil, n'est-ce pas? C'est une supposition raisonnable, mais je ne pensais pas qu'il... Je ne dis pas que tu savais qu'il allait faire ça, mais... Je sais avec certitude que Scott Harrison portait toujours une arme. En l'an 2001, Carl Bragg avait changé son nom en Carl D. Thomas, prétendant vouloir se distancer de son père, un abusé notoire. Cependant, il avait eu des problèmes juridiques au fil des ans, notamment pour évasion fiscale et un schéma de vol de voitures, où il vendait des voitures volées avec des papiers falsifiés. Avec les nouvelles preuves du témoignage de Liz, les enquêteurs des affaires non résolues amenèrent Carl pour l'interroger. Lors de l'interview, Carl affirma que la seule raison pour laquelle il avait envoyé Scott et Liz après Phil était pour qu'il puisse l'intimider et qu'il mette fin à sa relation avec la femme de Carl, Lisa. Lorsque la police demanda à Carl s'il savait que Scott était armé et utiliserait probablement l'arme lors de la supposée confrontation, Carl dit que, bien qu'il ait su pour l'arme, il ne s'attendait pas à ce que Scott l'utilise. Mais ce que tu me dis, réaliste et honnêtement, c'est que tu savais que Scott était armé ou était toujours armé, et tu lui as dit d'aller menacer Phil. La police n'y crut pas. Pour les enquêteurs, c'était un autre progrès dans l'enquête, car Carl admettait enfin son implication dans le meurtre du diacre Phil Perry. Plus important encore, Carl avait orchestré tout le plan en demandant à son ami et sa demi-sœur d'intimider Phil avec une arme. Maintenant qu'ils avaient le cerveau du meurtre de Phil Perry et Liz, qui avait joué le rôle de leur, en garde à vue, la police devait encore trouver l'exécuteur, Scott Harrison. Ils décidèrent de lui rendre visite. Lorsque Scott ouvrit la porte et trouva les officiers de police derrière, il fut surpris, ou du moins essaya de le paraître. Lorsqu'on l'interrogea, il nia sa participation à la mort de Phil, disant même qu'il n'avait jamais emmené Phil au Mexique dans le siège arrière d'un Chrysler. Lorsque nous avons frappé à la porte, il était assez surpris. Il dit d'abord qu'il ne savait rien sur la mort de Perry et qu'il n'avait jamais emmené l'homme au Mexique dans le siège arrière d'un Chrysler. Mais, après quelques minutes de réflexion et de persuasion de la part de sa femme, il décida de nous raconter une version différente. Après un moment et avec un peu de persuasion de la part de sa femme, Scott décida de se confier sur sa version des faits. Scott affirma qu'il, Carl et Bob étaient retournés au condominium où ils avaient laissé la voiture et le corps de Phil, et les avaient récupérés. Nous allions descendre au Mexique. Que conduisiez-vous? Carl et Bob étaient dans le Jeep et moi j'étais dans la voiture blanche. Des problèmes à la frontière? Douane, américain, mexicain? Aucun. À part le battement de ton cœur? Je voulais être ailleurs. Je pensais seulement au fait que le corps était là. Du sang? Oui, il y en avait.
Et tu n'as pas appuyé sur la gâchette cette nuit-là? Non. Puis il conduisit le Chrysler blanc avec le corps de Phil encore à l'intérieur, tandis que Carl et Bob le suivirent de près dans le Jeep de Carl. Lorsqu'ils arrivèrent à Tijuana, au Mexique, ils laissèrent la voiture dans la rue et revinrent aux États-Unis dans le Jeep de Carl. Scott affirma également qu'à part le battement accéléré de son cœur et son désir désespéré d'être ailleurs, le voyage s'était déroulé tranquillement, sans problème avec la douane à la frontière. La partie la plus importante de l'histoire de Scott était le nom emphatique qu'il donna lorsqu'on lui demanda s'il avait été celui qui avait tiré sur Phil Perry. Cependant, le déni de Scott n'a pas convaincu les détectives de changer leur conviction qu'il était l'exécuteur. Michael Ramos, du bureau du procureur du district de San Bernardino, inculpa Scott Harrison, Carl DiTomaso et Liz Minor pour meurtre avec circonstances aggravantes de harcèlement et enlèvement. Et enlèvement contre Carl DiTomaso, Scott Harrison et Elizabeth Minor. En 2002, alors que Carl, Scott et Liz étaient en garde à vue, Michael Ramos se concentra sur Liz. En échange de son témoignage contre Carl et Scott, Liz se déclara coupable d'homicide involontaire et d'enlèvement et reçut une peine de 11 ans. En revanche, Carl et Scott choisirent d'aller en procès. « Je ne voulais pas que l'homme soit tué. Je n'ai jamais ordonné qu'on tue l'homme. Je ne l'ai pas tué. J'ai demandé à quelqu'un de lui parler, pas de le tuer. » La défense de Carl soutenait qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des gens après Phil pour le tuer. Il voulait juste l'effrayer. Mais l'accusation argumenta qu'en se garant dans une zone sombre, armé d'une arme et en utilisant du ruban adhésif pour couvrir la bouche de Phil, cela montrait qu'ils avaient l'intention de le tuer. Ils se sont garés dans une zone sombre. Scott Harrison était caché dans une zone sombre. Ils avaient apporté du ruban adhésif pour le mettre sur sa bouche. Il avait une arme avec lui. Et quand on emporte ces types de choses juste pour effrayer quelqu'un, cela n'a aucun sens. Non, ils étaient là pour l'attirer et le tuer. Le jury accepta le cas de l'accusation et déclara Carl DiTomaso coupable de meurtre au 2e degré. Le juge le condamna à 15 ans de réclusion à perpétuité. En juillet 2005, Scott Harrison passa en jugement. Sa défense était que les 2 témoins clés de l'accusation, Carl et Liz, n'étaient pas crédibles. Cette défense fonctionna, et après avoir délibéré pendant 1 semaine, le jury acquitta Scott. Selon l'un des jurés, Warren Giles, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour affirmer qu'il avait réellement tiré. Après avoir purgé 15 ans dans la prison d'État d'Ironwood, Carl demanda une libération conditionnelle en 2016. Mais il mentit au comité des libérations conditionnelles sur l'obtention d'un diplôme de MBA qui s'avéra être un diplôme falsifié qu'il avait acheté. Il présenta également un faux diplôme au comité des libérations conditionnelles. Le comité décida que Carl essayait de commettre une fraude, ce qui lui fit refuser la libération conditionnelle. La famille de Phil Perry a avancé et accepté sa perte. En avril 2014, Russell Perry, l'un des fils de Phil Perry, parla lors de la Semaine nationale des droits des victimes de crimes au centre gouvernemental du comté de San Bernardino. Russell, désormais avocat, dit « Évidemment, ce n'était pas la résolution que j'aurais préférée, mais c'est le système que nous avons en place. Sans lui, ce serait l'anarchie. Nous savons que lorsqu'il s'agit de meurtre, il est impossible de trouver une résolution véritablement juste. Nos proches ne pourront jamais revenir à la vie. C'est une douleur que les familles devront supporter pour le reste de nos vies. » Bonnie Baker. C'était un lundi, le 29 juin 1998. Bonnie Baker, âgée de 47 ans, avait travaillé au-delà de son service au restaurant The Fort à Morrison, une banlieue de Denver, Colorado. Plus tard dans la soirée, alors que Bonnie avait presque terminé son service, le directeur du restaurant lui proposa une augmentation de salaire. Elle quitta le restaurant peu après avec un grand sourire sur le visage. Quelques heures plus tard, ce même jour, Bonnie et ses proches se retrouvèrent dans la caravane d'un ami pour célébrer l'augmentation. Crespen Nene Pérez, le petit ami de 36 ans de Bonnie, était également à la fête. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas vraiment heureux de cette célébration. Comme Bonnie dut quitter la fête plus tôt que prévu, ses amis la félicitèrent une fois de plus et prirent congé, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'ils la verraient. Le lendemain, Bonnie fut signalée comme disparue. La mystérieuse disparition de Bonnie nous ramène à l'été 1998 dans la ville natale de Bonnie, Denver.
Denver est une ville consolidée et un comté, la capitale et la ville la plus peuplée de l'État du Colorado aux États-Unis. Connue pour ses musées de classe mondiale, ses brasseries de premier ordre et ses sites historiques, Denver est l'une des meilleures destinations touristiques. Sa situation dans les montagnes rocheuses offre une porte d'entrée à une variété d'activités de plein air, telles que le ski et le snowboard. Cependant, il y a aussi des risques associés à la ville. Denver occupe une place remarquablement basse en termes de bien-être de ses citoyens. Étant plus sûr que seulement 1% de tous les quartiers des États-Unis, Denver est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du pays, avec une probabilité d'1 sur 103 d'être victime d'un crime violent. Et c'est dans cette ville dangereuse que le tragique cas de Bonnie s'est déroulé. Bonnie Lee Baker est née le 4 février 1951, fille de Wanda Elizabeth Baker et Arthur Andrew Baker. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur les premières années de la vie de Bonnie, en 1998, elle avait déjà un fils, José, et tous deux vivaient à Denver. À l'époque, Bonnie travaillait au restaurant The Fort sur la route 8 à Morrison, où elle rencontra également son petit ami, Crespen Nene Pérez, quelques mois auparavant. Bien qu'ils sortaient ensemble depuis moins d'1 an, le temps passé ensemble à travailler au restaurant les avait beaucoup rapprochés. Bonnie partageait un appartement avec Pérez à Denver, et son fils José les visitait fréquemment. Bien que Pérez ne fût pas le père de José, celui-ci essayait d'être accueillant avec Pérez, mais quelque chose ne collait pas avec lui. José et Pérez ne s'entendaient pas exactement bien, mais comme Bonnie était importante pour les deux, ils maintenaient une relation pacifique. D'un autre côté, Bonnie avait ses propres luttes secrètes. Elle luttait contre une grave dépendance aux drogues, et à ce moment-là, elle essayait de rester sobre. Tomber de nouveau dans la tentation aurait pu la faire revenir à la case départ. C'est pourquoi Bonnie s'efforçait de s'améliorer chaque jour. Le lundi 29 juin 1998 fut une journée chargée pour Bonnie au restaurant The Fort. Les gens arrivaient en grand nombre et Bonnie dut travailler quelques heures supplémentaires. Alors qu'elle était sur le point de partir après avoir terminé son service, son directeur lui annonça une bonne nouvelle. Elle avait reçu une augmentation de salaire pour son engagement exceptionnel au travail. Être mère célibataire à Denver n'était pas une tâche facile, et Bonnie espérait que cette augmentation l'aiderait dans ses finances et ses économies. Elle remercia son directeur et rentra chez elle avec une clarté de bonheur sur le visage. Ce n'était pas seulement ce jour-là que Bonnie avait dû travailler tard. Elle privilégiait souvent son travail au-dessus de tout le reste. Pendant son temps au restaurant de Fort, elle avait été une employée excellente et ses supérieurs étaient assez impressionnés par ses performances. Elle ne se faisait jamais porter pâle, était excellente dans le service et même les clients l'adoraient. C'était une femme travailleuse et savoir que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus la faisait sentir appréciée. Bien que le même ne puisse être dit du petit ami de Bonnie. Depuis que Pérez avait commencé à travailler au restaurant de Fort le 29 juillet 1997, il était évident qu'il n'était pas l'employé le plus fidèle. Pérez avait été absent du travail à plusieurs reprises, avait été averti de ses actions, mais ces avertissements ne signifiaient rien pour lui et, de ce fait, il dut faire face aux conséquences. Le 5 mai 1998, plus d'1 mois avant l'augmentation de salaire de Bonnie, Pérez fut renvoyé de son travail, devenant économiquement dépendant de Bonnie. Mais maintenant que Bonnie allait gagner plus, elle espérait pouvoir aider Pérez à se relever à nouveau. Bonnie était remplie de joie lorsqu'elle reçut son augmentation et ne pouvait pas attendre pour annoncer la nouvelle à sa famille et à ses amis. Ce même jour, Bonnie annonça la nouvelle à ses proches et les invita tous à la caravane d'un ami pour célébrer. Ce soir-là, un groupe d'amis de Bonnie se réunit, prêt à passer un bon moment, mais Pérez était introuvable. Il y avait des boissons, de la nourriture et de la musique, et Bonnie avait l'intention de danser toute la nuit. Environ 3 ou 4 heures plus tard, Bonnie appela Pérez et lui demanda de se rendre. Peu après, vers 6 heures du soir, Pérez arriva à la fête et la mit en désordre. Les amis de Bonnie remarquèrent rapidement que Pérez agissait de manière étrange. Ses yeux étaient vitreux et il semblait drogué. Lorsque Pérez entra, il vit Bonnie tenant une boisson et se balançant au rythme de la musique avec ses amis. Cela ne plaisait pas à Pérez. Les regards jaloux sur le visage de Pérez n'étaient pas une vue inconnue pour Bonnie. Elle essaya de le calmer, mais il était déjà trop tard.
Perez devint cruel et légèrement agressif envers les amis de Bonnie. Il y avait une lueur de peur dans les yeux de Bonnie. Elle se tourna vers l'une de ses amies et lui dit qu'elle partait pour éviter que la situation ne s'aggrave. Perez prit Bonnie par la main et sortit de la caravane avec elle, mais pas avant d'avoir fait quelques commentaires menaçants aux autres invités. Perez et Bonnie montèrent dans la voiture et partirent vers 9 h du soir, et ce fut la dernière fois que l'un des amis de Bonnie la vit. Aux alentours de minuit 57, le 1er juillet 1998, le département de police de Denver reçut plusieurs appels au 911 d'une femme anonyme, signalant qu'une femme avait été assassinée. Les détectives tracèrent rapidement ces appels et découvrirent qu'ils provenaient d'un téléphone public sur l'avenue West 5 et Santa Fe Drive. Lorsqu'on lui demanda plus d'informations, la femme dit que la victime vivait dans un appartement situé au 30 et 190 de l'avenue West Louisiana et qu'elle avait été assassinée par son petit ami vers 8 h du soir du 30 juin 1998. Elle a dit que la femme avait eu une altercation avec son petit ami, qui était devenu extrêmement agressif et l'avait tué. La femme qui a appelé n'a jamais donné son nom, mais elle a été utile en fournissant une description du suspect. Elle a dit que le nom du suspect était Crepen Nene Perez et qu'il était un homme hispanique de 36 ans. La femme a également déclaré que Perez avait mis le corps de sa petite amie dans le coffre d'une voiture, une Geoprism rouge de 1995 avec des plaques du Colorado, et avait fui les lieux. Elle a ajouté que la voiture rouge appartenait à la victime. Selon elle, Perez se dirigeait vers Guadalupe, au Mexique, et prévoyait de se débarrasser du corps en cours de route. Le détective Steve Schott, du département de police de Denver, a été chargé de diriger l'enquête sur l'affaire. Dans les premières heures du 1er juillet 1998, lui et son équipe sont arrivés à l'appartement situé sur l'avenue West Louisiana, où le meurtre avait eu lieu. Lorsqu'ils ont effectué une inspection minutieuse, ils n'ont trouvé aucun signe de lutte ni de quoi que ce soit de suspect dans l'appartement. En se basant sur les informations de l'appel, ils ont confirmé que le suspect était Crepen Perez et ont identifié la victime comme étant Bonnie Lee Baker, âgée de 47 ans. Comme l'incident s'était produit tard dans la nuit, la plupart des personnes dans la région n'avaient entendu ni vu quoi que ce soit de similaire à ce que les détectives enquêtaient. Le détective Schott a dû quitter la scène avec peu d'informations nouvelles. Dans la nuit du 1er juillet 1998, vers 19h50, une voiture correspondant à la description de l'appel a percuté la route 77 près de Globe, en Arizona. Il s'agissait de la même Geoprism rouge que la femme anonyme avait mentionnée dans l'appel. Elle avait été impliquée dans un accident de véhicule unique et a été trouvée abandonnée. La voiture était dans un état déplorable et le conducteur avait fui les lieux à pied. Heureusement, un passant identifié comme Travis Van Aren a entendu le choc et a vu un homme sortir du véhicule et courir. Les détectives du département de police de Denver ont saisi la voiture et l'ont inspectée minutieusement. Des traces de sang ont été retrouvées à l'intérieur et dans le coffre de la voiture. Mais Bonnie n'était nulle part à l'intérieur. Plus tard, une photo a été envoyée au département de police de l'Arizona où le témoin l'a identifié lors d'une identification photographique comme étant le conducteur de la voiture accidentée. Enfin, la recherche de Perez avait commencé. De retour à Denver, les détectives ont contacté l'ex-mari de Bonnie. Il a révélé que, bien qu'ils soient divorcés, lui et Bonnie restaient amis et que parfois elle passait des nuits chez lui et qu'ils faisaient même de petits voyages ensemble. Il a ajouté que Perez était contrarié que Bonnie passe autant de temps avec son ex-mari et non avec lui. L'ex-mari a également déclaré que Perez était physiquement abusif envers Bonnie. Il a décrit un incident survenu seulement 2 jours avant la disparition de Bonnie. Bonnie s'était présentée à l'appartement de son ex-mari avec une marque sur le visage. Elle a dit que la marque était le résultat de coups portés par Perez en raison de sa jalousie. L'ex-mari a ajouté que ces incidents s'étaient également produits dans le passé. Le 4 juillet 1998, une voisine de Bonnie a appelé le département de police de Denver et leur a dit que la voiture de Perez était garée juste devant son appartement. Les détectives sont arrivés sur les lieux et ont saisi la voiture. La voiture avait une vitre cassée et une inspection plus détaillée a révélé des taches de sang sur le siège arrière.
Cette même voisine s'est identifiée comme étant la personne anonyme qui avait informé la police au sujet de Pérez dans les premières heures du 1er juillet 1998. Elle a dit au détective qu'à la demande de l'administration, elle avait nettoyé l'appartement de Pérez et Bonnie avant l'arrivée des détectives sur les lieux le 1er juillet 1998. Selon elle, le sol de l'appartement était couvert de morceaux de verre et d'assiettes cassées et la table de la cuisine était renversée, ce qui indiquait qu'il y avait eu une bagarre entre Bonnie et Pérez. Bien qu'elle ait seulement entendu des fragments de la dispute, elle a commencé à suspecter quelque chose lorsqu'elle a vu Pérez sortir de l'appartement. Selon elle, le coffre de la voiture de Pérez bougeait et c'est alors qu'elle a su que quelque chose n'allait pas. La femme a également dit que dans la nuit du 30 juin 1998, Pérez lui avait dit que quelque chose de mauvais allait se produire. Il a dit que personne ne reverrait Bonnie et qu'il allait la faire disparaître. Le 6 août 1998, les détectives ont contacté le restaurant The Fort pour demander des nouvelles de Bonnie. Ses collègues de travail ont confirmé que Bonnie avait travaillé au restaurant le 29 juin 1998 et était censée travailler le lendemain également, mais qu'elle ne s'était jamais présentée. Le chef de cuisine a dit aux détectives que lorsque Bonnie ne s'était pas présentée au travail, le 30 juin 1998, il avait passé quelques appels pour savoir où elle était, mais personne ne semblait savoir. Pendant que les détectives travaillaient de longues heures pour retrouver Pérez et découvrir ce qui était arrivé à Bonnie, José savait d'une manière ou d'une autre que sa mère ne reviendrait pas chez elle. Lui et la mère de Bonnie, Wanda, sont devenus le seul soutien l'un pour l'autre. Étant donné que la scène du crime avait déjà été altérée avant l'arrivée des détectives, retrouver Bonnie s'est avéré encore plus difficile pour les détectives en raison du manque de preuves. Malheureusement, des mois ont passé et sans nouveaux progrès, l'affaire de Bonnie est restée non résolue. Le 31 juillet 1999, deux jeunes qui se promenaient à cheval sur Big Rock Road dans la terre des Navajos, une zone tribale éloignée près de Manuelita, au Nouveau-Mexique, ont trouvé un crâne humain sur leur chemin. Vers 20 heures ce même jour, des officiers du département de police tribale de la nation Navajo sont arrivés à l'adresse rurale pour enquêter sur la scène. Le département de police a passé les 2 jours suivants à creuser la zone où le crâne avait été trouvé et a découvert d'autres restes humains. Les restes ont été transférés au bureau des enquêteurs médicaux de l'État du Nouveau-Mexique, où le docteur Vince Stephan a réalisé une autopsie. Étant donné l'état dégradé des restes, le docteur Stephan n'a pas pu déterminer la cause ni la manière de la mort de la victime non identifiée. Les restes squelettiques ont été stockés par le Bureau des enquêteurs médicaux du Nouveau-Mexique. Le 4 octobre 2012, l'affaire non résolue de Bonnie a été rouverte et le détective Kenneth Klaus de la police de Denver a été chargé de la réexaminer. Essayant de trouver les pièces manquantes, le détective Klaus a commencé à examiner plusieurs cas de Jane Doe non identifiés et a contacté l'agent spécial du FBI John Fortunato à Gallup, au Nouveau-Mexique, pour discuter de la disparition de Bonnie et déterminer si les restes trouvés au Nouveau-Mexique en 1999 lui appartenaient. L'agent Fortunato a informé le détective Klaus que ces restes étaient stockés à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Sans perdre de temps, le détective Klaus a contacté les fonctionnaires tribaux Navajo et le Bureau des enquêteurs médicaux du Nouveau-Mexique pour transférer des échantillons de ces restes squelettiques au laboratoire de criminalistique de Denver. Bientôt, Éric Duval a réalisé une analyse ADN comparant ces échantillons aux échantillons connus de Bonnie Baker et a déterminé qu'il y avait 99,99% de certitude que les restes découverts au Nouveau-Mexique en 1999 appartenaient à Bonnie Baker. Le 12 décembre 2012, le détective Klaus s'est rendu à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour obtenir d'autres échantillons des restes de Bonnie. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 25 janvier 2013, le médecin légiste du comté d'Arapahoe, Dr Michael, le 6 août 2008, les détectives ont contacté le restaurant The Fort pour s'enquérir de Bonnie. Ses collègues de travail ont confirmé que Bonnie avait travaillé au restaurant le 29 juin 2008 et était prévue pour travailler le jour suivant également, mais qu'elle ne s'était jamais présentée.
Le responsable de la cuisine a dit au détective que lorsqu'elle ne s'était pas présentée au travail le 30 juin 2008, il avait passé quelques appels pour savoir où elle se trouvait, mais personne ne semblait savoir. Alors que les détectives travaillaient de longues heures pour retrouver Pérez et déterminer ce qui était arrivé à Bonnie, José avait d'une manière ou d'une autre su que sa mère ne reviendrait pas à la maison. Lui et la mère de Bonnie, Wanda, sont devenus le seul soutien l'un pour l'autre. Étant donné que la scène du crime avait déjà été altérée avant l'arrivée des détectives, retrouver Bonnie était encore plus difficile pour les enquêteurs en raison du manque de preuves. Malheureusement, les mois passèrent et sans nouveau progrès, le cas de Bonnie resta non résolu. Le 31 juillet 2009, deux jeunes qui faisaient du cheval sur Big Rock Road dans la terre des Navajos, une zone tribale éloignée près de Manuelita, Nouveau-Mexique, trouvèrent un crâne humain sur leur chemin. Vers 8 heures du soir, ce même jour, des officiers du département de police tribale de la nation Navajo arrivèrent à l'adresse rurale pour enquêter sur la scène. Le département de police passa les 2 jours suivants à creuser la zone où le crâne avait été trouvé et découvrit davantage de restes humains. Les restes furent transférés au bureau des investigateurs médicaux de l'État du Nouveau-Mexique, où le docteur Vince Stephan réalisa une autopsie. Étant donné l'état dégradé des restes, le docteur Stephan ne put déterminer la cause ni la manière de la mort de la victime non identifiée. Les restes squelettiques furent stockés par le Bureau des investigateurs médicaux du Nouveau-Mexique. Le 4 octobre 2012, le cas non résolu de Bonnie fut rouvert et le détective Kenneth Klaus de la police de Denver fut assigné pour le réexaminer. En cherchant les pièces manquantes, le détective Klaus commença à examiner divers cas de Jane Doe non identifiés et contacta l'agent spécial du FBI, John Fortunato, à Gallup, Nouveau-Mexique, pour discuter de la disparition de Bonnie et déterminer si les restes retrouvés au Nouveau-Mexique en 1999 lui appartenaient. L'agent Fortunato informa les détectives Klaus que ces restes étaient stockés à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Sans perdre de temps, le détective Klaus contacta les fonctionnaires tribaux Navajo et le Bureau des investigateurs médicaux du Nouveau-Mexique pour transférer des échantillons de ces restes squelettiques au laboratoire de criminalistique de Denver. Bientôt, Éric Duval réalisa une analyse ADN comparant ces échantillons avec les échantillons connus de Bonnie Baker et détermina qu'il y avait 99,99% de certitude que les restes découverts au Nouveau-Mexique en 1999 appartenaient à Bonnie Baker. Le 12 décembre 2012, le détective Klaus se rendit à Albuquerque, Nouveau-Mexique, pour obtenir d'autres échantillons des restes de Bonnie. Un peu plus d'un mois plus tard, le 25 janvier 2013, le médecin légiste du comté d'Arapahoe, le docteur Michael Doberson, réalisa une seconde autopsie des restes de Bonnie. Après avoir examiné les restes pendant plus d'une semaine, le docteur Michael Doberson déclara le 6 février 2013 que la cause de la mort de Bonnie avait été confirmée comme violente pour des raisons indéterminées et était sûr que la manière de la mort pouvait être classifiée comme un homicide. José, le fils de Bonnie, fut informé de ces développements dramatiques dans l'affaire de sa mère et ainsi, 15 ans après la disparition de Bonnie, ses restes furent enterrés au cimetière de Maywood, à Maywood, Nebraska. Le détective Klaus passa les mois suivants à réinterroger les témoins pour confirmer leurs déclarations originales. Les enregistrements des appels au 9, un du 1er juillet 1998, furent rejoués pour les témoins. Et la femme ayant passé ces appels assura que tout ce qu'elle avait dit dans ses appels des années auparavant était précis. Avec cette série d'entretiens et les preuves scientifiques dans l'affaire de Bonnie, les détectives arrivèrent à la conclusion que Crespen Nene Pérez avait tué sa petite amie Bonnie Lee Baker dans la nuit du 30 juin 1998 et avait caché son corps dans une tombe peu profonde sur des terres tribales Navajo le lendemain. Basés sur les preuves dans l'affaire de meurtre de Bonnie, les détectives déterminèrent qu'il y avait suffisamment de preuves pour arrêter Pérez, qui vivait à León, au Mexique, et travaillait dans un magasin de meubles. Étant donné que Pérez était de l'autre côté de la frontière, obtenir un mandat d'arrêt contre lui ne fut pas une tâche facile, mais Pérez fut arrêté le 5 août 2020 par les autorités mexicaines. Crespen Nene Pérez fut extradé aux États-Unis après son arrestation. Une audience préliminaire se tint le 27 janvier
2021. Le département de police de Denver l'accusa de meurtre au premier degré et de séquestration au deuxième degré de Bonnie Baker. Un an plus tard, Perez se présenta à toutes les audiences jusqu'à ce qu'il plaide coupable de meurtre au deuxième degré le 25 mars 2022. Le procès pour déterminer la peine de Perez dura encore 2 mois. Le 3 juin 2022, le juge de la Cour de district de Denver, Eric Johnson, condamna Crespen Nene Perez, âgé de 58 ans, à purger une peine de 20 ans de prison pour le homicide de sa petite amie Bonnie Lee Baker dans l'affaire de violence domestique de 1998, qui avait 47 ans lorsqu'elle fut assassinée. José, fils de Bonnie, était présent lors de la condamnation et fut ému en se remémorant sa mère. Après 24 ans d'incertitude, la douleur et la souffrance de José étaient enfin arrivées à leur fin. Bien que toutes ces questions n'aient pas trouvé réponse, savoir que Perez serait incarcéré pendant les 2 décennies à venir lui apporta un certain réconfort. José portait un bouton avec la photo de sa mère au lycée pour lui rendre hommage. José partagea comment Bonnie n'était pas seulement une mère pour lui, mais aussi pour d'autres enfants dans leur quartier. Avant de partir, José qualifia Perez de monstre égoïste, incapable de supporter de partager Bonnie avec quiconque. À cause de Perez, José dut vivre sans l'amour et les soins de sa mère. Bien que le père de Bonnie soit décédé en 1989, sa mère Wanda vécut encore 11 années après sa disparition, pleurant sa perte jusqu'à sa mort en 2009. Ce qui était le plus tragique, c'est que Wanda n'a jamais vu sa fille obtenir justice. Beth McCann, procureure du district de Denver, décrivit l'affaire de Bonnie comme l'une des plus difficiles à résoudre. Elle indiqua que, bien que la justice ait été retardée, elle n'a jamais été refusée. Elle remercia le département des affaires non résolues, le laboratoire de criminalistique de Denver, le FBI et d'autres agences pour leur travail exceptionnel. Bien que Perez ait été identifié tôt dans l'enquête, les détectives mirent des années à confirmer sa culpabilité et à déterminer son emplacement. Quelle aurait pu être sa route d'évasion? Pourquoi penses-tu que les restes retrouvés au Nouveau-Mexique en 1999 n'ont pas été reliés à l'affaire de Bonnie plus tôt? En arrivant ici, n'as-tu pas vu ce autre crime? Je ne le manquerai pas, hein?